Donc pour cette séance inaugurale consacrée donc à l'éducation à l'incertitude, nous avons le plaisir de recevoir deux éminents spécialistes des thématiques afférentes au sujet. Madame Najat Vallaud-Belkacem et le professeur Frédéric Worms. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir discuter dans ce séminaire. Bien que je pense que tout le monde ici vous connaît, je vais tout de même rappeler rapidement vos parcours respectifs. Alors je vais commencer par vous, Najat Vallaud-Belkacem. Donc vous êtes actuellement directrice générale déléguée en charge des études internationales et de l'innovation sociale au sein du groupe Ipsos, également secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des questions de société, et vous dirigez par ailleurs la collection Raison de plus au sein de la maison d'édition Fayard. Mais vous êtes surtout ancienne ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Vous avez été successivement ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, avant de prendre la tête de l'important ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche entre 2014 et 2017. Quant à vous, Frédéric Worms, donc vous êtes philosophe, professeur d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, mais également le directeur lettres de l'École normale supérieure. Vous dirigez également le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, ainsi que le Centre international de recherche en philosophie, lettres, savoir, également à l'ENS. Je tiens quand même à souligner que vous êtes surtout spécialiste donc de l'œuvre d'Henri Bergson et que vous travaillez également sur l'histoire de la philosophie du XXe siècle en France, en vous intéressant particulièrement à la question des relations vitales et morales aujourd'hui. Ces quelques éléments biographiques démontrent que vous étiez les invités un petit peu évidents, je trouve, de cette séance inaugurale du séminaire Technologie et incertitude, sur donc cette question de l'éducation à l'incertitude. Mais avant de vous laisser la parole, je vais donner la parole au professeur Peter Burgess, qui est également le directeur donc de la chaire de géopolitique du risque, pour le laisser introduire ce séminaire et plus spécifiquement cette séance. L'occasion peut-être de lancer quelques pistes de réflexion pour nourrir les débats futurs. Merci Sarah. À moi aussi de vous dire bonjour et bienvenue à cette première séance du séminaire hebdomadaire Technologie et incertitude. Je veux, comme Sarah Paré vient de le dire, vous proposer un concept général pour le cycle des séminaires, et ainsi aussi un concept effectivement plus spécifique pour cette séance particulière. Donc pour le cycle de séminaire en général, technologie et incertitude, maintenant dans sa troisième itération, le cycle se base sur ce qu'on peut appeler un paradoxe relativement familier, paradoxe de la modernité. Au risque de simplifier ce paradoxe, on pourrait dire que plus on multiplie des solutions technologiques aux problèmes et aux défis de la vie moderne, plus la vie moderne devient à son tour complexe et donc incertaine. Bref, l'incertitude semble être une conséquence inévitable de la modernité. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est à discuter. Le principe pratique de tout le siècle de séminaire, c'est celui du dialogue. Donc, dialogue entre, à chaque séance, un scientifique et un praticien. Une opposition qui est déjà extrêmement problématique, mais on peut en parler une autre fois. Et c'est pour cela que je suis d'autant plus heureux d'accueillir Madame Najat Vallaud-Belkacem et Frédéric Worms ce soir. Pour essayer de préciser cet étrange concept éducation à l'incertitude, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voici 5 propositions de définition, des propositions effectivement à discuter. 5 perspectives, 5 angles d'attaque, si vous voulez. Bien. Pour le premier, il s'agit d'une diagnose. Éducation à l'incertitude. Il s'agit d'une diagnose de la réalité d'aujourd'hui. Certains parlent aujourd'hui justement d'une nouvelle ère de l'incertitude. Éduquer à l'incertitude
consisterait à constater simplement que l'éducation tient lieu dans une ambiance d'incertitude, d'hésitation, d'inquiétude, d'insécurité même. Deuxième proposition de définition, il s'agit d'un commentaire polémique contre les institutions de l'éducation. Selon cette logique, nous sommes dans nos institutions de formation en train de rendre nos étudiants moins certains du monde et d'eux-mêmes, pas plus. Par conséquent, du point de vue de la politique publique de l'éducation, on pourrait dire qu'il faudrait agir pour sortir de cette situation. Donc une interprétation plutôt polémique. Troisièmement, un signalement. L'éducation en général se trouverait, selon cette hypothèse, obligée aujourd'hui de s'exercer face à une indifférence générale à la véracité des informations et des nouvelles. Je pense bien sûr au phénomène des fake news. On se tourne en revanche vers une espèce de pragmatisme des nouvelles, pragmatisme radical même, qui consiste à dire « je ne m'intéresse pas à la vérité des affirmations, à la vérité des nouvelles, je m'intéresse plutôt à ce qui produit des résultats ». Donc une espèce de pragmatisme. Je compte mal, quatrième définition, il s'agit d'une affirmation pédagogique qui consisterait donc à dire que éduquer à l'incertitude, c'est former dans le but de pouvoir faire face avec des outils adaptés à l'incertitude comme un nouveau type de capital, comme une nouvelle espèce de matière première, de la travailler, de la maîtriser, d'en profiter pour en constituer un nouveau type de valeur à base de l'incertitude, justement. Et finalement, cinquième hypothèse, il s'agit d'une expression, l'expression radicale des plus désespérés, disons. Ce serait la suivante. L'éducation à l'incertitude est à interpréter comme le nom d'une nouvelle phase dans l'histoire des sciences. Un nouveau paradigme scientifique, un nouveau acquis scientifique. Éduquer à l'incertitude dans ce sens peut être compris comme la formation à une nouvelle méthodologie dont la référence de base n'est pas la certitude vraie, authentique, consensuelle, mais l'incertitude elle-même. Quelle séance peut-on construire sur l'incertitude? En somme, si une hypothèse générale pour cette séance, c'est la suivante. L'ambiguïté dans la signification, l'ambivalence dans la signification de ce concept d'éducation à l'incertitude suggère que nous vivons un espèce d'enchevêtrement entre une expérience d'incertitude épistémologique, donc incertitude des savoirs, et une expérience d'incertitude morale, épistémologique et morale à la fois. Et que nous avons du mal, peut-être c'est un des défis même de notre temps, à les démêler. Avec ceci, je donne volontiers la parole, c'est à Frédéric Worms. Je ne sais pas comment... Pardon. Bien, alors je me permets de prendre la suite à l'invitation des uns et des autres. Et d'abord, évidemment, pour vous remercier la chaire de géopolitique du risque, Peter et Sarah. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Et évidemment, on est tous convaincus que les sujets que vous traitez dans la chaire et dans ce séminaire sont très, très importants. Et évidemment, je suis très heureux aussi, et je vous remercie beaucoup, et honoré d'être invité à participer à cette séance avec Najat Vallaud-Belkacem, que je retrouve pour la 3e fois ici. On a eu aussi d'autres occasions ici ou là, mais quand je dis ici, c'est à l'école normale. Najat Vallaud-Belkacem est venue 2 fois au moins officiellement, récemment quand même, en tant que ministre à l'école, a inauguré le Centre européen d'études républicaines qui est présent dans cette salle parce qu'il est maintenant présent dans ce campus, qui est dirigé par Olivier Christin, ici présent. Et je suis très heureux d'ailleurs qu'à l'occasion de ce séminaire,
il y ait des rencontres au sein du campus entre projets interdisciplinaires de l'école que vous portez l'un et l'autre, chacun avec votre angle, mais qui se rencontrent grâce à ce cadre où on va être aujourd'hui. L'inauguration avait eu lieu dans un contexte qui commençait à devenir un peu inquiétant. Je me rapproche aussi de notre thème. Je me souviens que les 2 réunions préparatoires majeures qui avaient eu lieu au ministère et puis à l'Élysée, une a eu lieu le jour du Brexit, je crois, et l'autre le jour de l'élection de Donald Trump, ou à peu de choses près. Et à chaque fois, on portait sur les fonds baptismaux un centre d'études républicaines, et Olivier Christin nous disait, mais justement, j'ai la réponse à tout, mais on a l'impression que les dangers sont quand même de plus en plus importants. Mais c'était quand même très important. Et puis évidemment, Najat Vallaud-Belkacem était là aussi pour l'inauguration de ce bâtiment, dans cette salle même, où il y a eu un débat avec le président de la République, puis quelques interventions voilà, qui ont marqué cet amphithéâtre lui-même. Donc c'est particulièrement précieux, symbolique, important. Et puis donc voilà, je termine. Je mets un instant la casquette qui me fait représenter l'école normale, et je vous remercie au nom de l'école, de Marc Mézard évidemment, qui aurait voulu pouvoir être là, qui avait prévu d'être là, mais qui n'a finalement pas pu, et voilà, aussi au nom de PSL qui héberge le Cèdre. Mais maintenant je vais entrer un peu dans le vif du sujet, quoique en fait ce que je vais vous proposer c'est une seule idée avec l'ambition de montrer qu'en fait le problème que vous posez est majeur, mais que la solution en fait est très simple, mais très simple dans son idée, et devenue très difficile aujourd'hui dans sa réalisation. Il y a des obstacles. Et donc mon idée, c'est de vous exposer cette idée, mais aussi quelques obstacles, et d'essayer de discuter, grâce à la présence de Najat Vallaud-Belkacem aussi, sur les réponses. Et cette idée que je voudrais vous proposer, pour compléter ce que Peter vient de dire, au fond, c'est une idée très simple qui consisterait à dire que le cadre où nous sommes, dans un cadre d'une institution d'enseignement, et même d'enseignement par la recherche, à la recherche et par la recherche, en fait contient la solution à la question qui y est posée aujourd'hui. Et c'est pas une pirouette, je vais essayer d'être assez précis en 2 secondes, et sur une idée assez simple, mais en fait assez fragilisée aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le plus grave et ce qui doit nous requérir aujourd'hui. Alors on peut exposer la chose de diverses façons, mais le plus simple, c'est de dire que, pour moi, la question de l'éducation à l'incertitude ne porte jamais seulement sur le contenu de ce qu'on enseigne. Il y a 2 théories opposées, Peter les a au fond évoquées dans l'introduction synthétique et forte que tu viens de faire, mais voilà, il y a l'idée, face à l'incertitude, qui aujourd'hui comprend à la fois tout un tas d'incertitudes objectives et subjectives, philosophiquement on les distingue souvent, l'incertitude qui tient à la chose et l'incertitude qui tient à notre relation à la chose. Bon. Il y a des dangers, il y a la situation géopolitique, il y a le savoir lui-même qui ne sait plus tout, qui n'a jamais tout su, mais qui aujourd'hui affiche ses limites, etc. Il y a un certain nombre de manipulations de tout ça, sur lesquelles on va revenir. Et face à ça, on a des théories opposées de l'éducation par le contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut assumer l'incertitude, grandeur du doute, grandeur de la recherche, ou est-ce qu'il faut répondre aux dangers de l'incertitude par des certitudes? Apprendre la culture, le savoir, etc. Entre les tenants du savoir et les tenants du doute, bon, voilà, Socrate fait le lien, mais c'est un peu facile à dire. Pour moi, le vrai problème, il n'est pas seulement là. Le problème, il est dans une tension un peu différente entre ce que j'appellerais la certitude du cadre et l'incertitude et la certitude des contenus. En fait, il me semble qu'éduquer à l'incertitude doit pouvoir se faire, mais on doit pouvoir effectivement enseigner l'incertitude et même la revendiquer, mais dans un cadre dont on ait un minimum de certitude. Le cadre institutionnel, notamment de l'éducation, le cadre, lui, doit être fiable. Et il faut avoir une certitude dans l'institution d'éducation pour assumer aussi bien le savoir que le doute dans les contenus de l'éducation. Et donc moi, je voudrais déplacer la question sur la question du cadre, qui est aussi la même chose, je dirais, pour évidemment l'incertitude politique et scientifique en général. Que vous doutiez ou pas du climat, l'important c'est que vous ne doutiez pas de l'institution scientifique qui va dire ce qu'il en est du climat.
que vous doutiez ou non des politiques qui sont menées, l'incertitude sur le cadre de la politique elle-même, lui, est absolument redoutable. Et donc, c'est pour ça que mon idée est très simple, et elle pourrait s'appuyer sur une thèse très simple de Freud, laquelle Winnicott a apporté en psychanalyse une réponse qui, à mon avis, sert de modèle. Freud disait il y a 3 métiers impossibles. Il y a l'enseignement, le soin, dont la psychanalyse, et la politique. Hein, donc c'est impossible. Justement, pourquoi ? Parce que c'est des lieux d'incertitude majeure et de conflits, etc. Gouverner, enseigner et soigner. Et dans le soin, il y a la psychanalyse. Et qu'est-ce qu'il a inventé pour résoudre ce problème dans le cas de la psychanalyse ? C'est pas une théorie dont il était certain, en réalité. À la limite, il n'y a pas personne qui a plus remis en cause sa propre théorie. Mais c'est un cadre. Et Winnicott disait, ce que la psychanalyse nous enseigne, c'est pas une théorie de l'inconscient, c'est d'abord d'avoir construit un cadre sûr pour évoquer ce qu'il y a de plus inquiétant et de plus ébranlant pour un sujet. Il faut avoir confiance dans le cadre. Et du coup, il y a des règles de déontologie, le psychanalyste ne peut pas dire ce qu'il a entendu, on doit pouvoir dire tout ce qui nous passe par la tête, ce qui passe par la tête du sujet, etc. etc. Et ça, c'est absolument intangible, par contre. Et ça vaut, Winnicott l'a généralisé dans un texte extraordinaire, à toute la médecine. La médecine doit s'inspirer de la psychanalyse, dit-il, non pas par les contenus, même s'il le pensait quand même, mais par la solidité du cadre. Et le médecin, la principale qualité du médecin, c'est la fiabilité, dit-il. Et il disait par exemple être à l'heure. Il faut avoir. Bon, le médecin, est-ce qu'il faut qu'il soit un médecin merveilleux, sachant tout ? Peut-être pas. Il doit pouvoir dire je ne sais pas si vous allez mourir ou pas. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Par contre, on doit avoir confiance à la fois dans l'institution, dans la bienveillance, dans un certain nombre de principes qui servent de cadre. Voilà. Ça vaut pour l'enseignement. Et à mon avis, mais je pense qu'on va être amené à en reparler, ça vaut pour la politique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pour ça que je me permets de déplacer un petit peu la manière dont tu as posé le sujet. Ça vaut pour l'enseignement, et là aussi, si moi je suis embarqué dans une institution, c'est avec ça en tête. C'est-à-dire qu'en réalité, une institution comme la nôtre, ici, elle est typique. C'est-à-dire on enseigne par la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? La grandeur de la recherche, c'est l'incertitude. Si vous enseignez ce qui est déjà acquis, vous ne faites plus de recherche. Et c'est très important aussi. Le rôle de l'enseignement, c'est d'enseigner aussi ce qui est su. Disons que l'enseignement par la recherche, c'est de se tenir, comme disait Deleuze, toujours à la limite du savoir et du non-savoir. On enseigne ce qui est acquis dans une discipline, et puis en même temps, les problèmes qui ne sont pas réglés, quelle que soit la discipline. C'est ça la définition de la recherche. C'est qu'il y a de l'incertain. Merleau-Ponty, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, disait « Vous m'avez élu pour parler de la recherche, c'est-à-dire de mon désordre intérieur. Là où je ne sais plus, justement. Mais par contre, il faut le cadre. Et la grandeur d'une institution, pour certains, son luxe et son caractère inutile, et c'est là que ça devient un enjeu politique majeur, c'est justement de construire des institutions. Jean-Luc Lagarce disait ça pour les théâtres aussi. Il disait « Nous en avons assez des lieux des certitudes. Nous avons assez de lieux des certitudes établies. Ce qu'il nous faut, c'est construire des lieux pour l'incertitude. Mais des lieux dont on soit sûr, par contre. Et qui soient protégés. C'est-à-dire, si on peut aller dans un théâtre pour avoir des gens qui doutent d'eux-mêmes, par contre, il faut être sûr qu'il y aura toujours des théâtres dans ce pays. Il faut être sûr qu'il y aura toujours des institutions d'enseignement. Il faut être sûr qu'il y aura toujours des... Il faut être sûr. C'est ça la vraie sécurité, entre guillemets. Et c'est vrai que la question de la certitude et celle de la sécurité, en fait, sont quasiment homonymes, synonymes sur les deux versants du savoir et de la pratique, disons. Bon. Et pour la sécurité, c'est exactement pareil. Ceux qui vous disent on est dans un état où il ne se passe rien, dormez tranquille, ils ne vont pas nous rassurer. Ceux qui nous disent c'est la fin du monde, dès qu'on sort dans une rue, on va être agressé de partout, ils manipulent nos peurs. Les seuls qu'on peut croire, c'est ceux qui nous disent il y a des institutions fiables. Elles ne sont pas parfaites, elles ne vont pas éliminer les peurs, elles ne vont pas éliminer les dangers. Nous vivons dans un monde dangereux. Par contre, nous construisons des institutions stables. Et je pense que voilà, c'est ici que vos deux perspectives, le Centre d'études républicaines et la chaire de géopolitique du risque, sont presque synonymes à mes yeux, en réalité. Et donc, voilà, moi, c'est la seule idée que j'ai. C'est-à-dire, au fond, on doit éduquer à l'incertitude par les contenus, c'est-à-dire dire dans chaque domaine ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Et le savant, c'est celui qui est incertain, qui montre où dans sa science il y a de l'incertitude. C'est ça le vrai savant. C'est celui qui montre dans sa science où commence l'incertitude. Et si vous allez dans les cours de chimie ou dans des cours de géographie ou dans des cours de philosophie, normalement ça doit être pareil. Bon.
Mais par contre, il ne faut pas douter du cadre. Et je crois que notre rôle, c'est vraiment pour éduquer à l'incertitude face à un monde où, en effet, l'incertitude est réelle, mais en même temps instrumentalisée, où le doute devient soupçon, qui devient théorie du complot, qui devient ceci et cela. Jamais on ne répondra à ce type de perversion du doute seulement par le contenu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, au fond, douter d'un contenu, c'est toujours légitime. Enfin, voilà, ça peut être en partie légitime. Mais en fait, le moment où le doute devient illégitime, c'est quand il vient contester les quelques procédures que les hommes ont inventées pour construire des cadres pour la recherche de la vérité. C'était d'ailleurs le cas même pour le négationnisme sur les chambres à gaz, par exemple, autant du négationnisme, qui n'est pas fini, du négationnisme. Enfin, en France, quand même, le négationnisme a reçu un rude coup. Et les grands historiens qui ont lutté contre le négationnisme, ils n'ont pas dit qu'il fallait pas vérifier qu'il y avait des chambres à gaz ou qu'il n'y en avait pas. Ils ont dit, dans tel ou tel type d'énoncé, vous mettez en cause le cadre même de la recherche historique, les conditions de l'histoire. C'est pas... On a le droit d'être révisionniste. D'ailleurs, le révisionnisme, c'est un terme qui date de l'affaire Dreyfus, qui a été déformé ensuite. Mais bon, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer... Donc, défendons le cadre et nourrissons les contenus. C'est donc très très simple. Et en principe, il n'y aurait qu'à faire ce qu'on fait là. Ce qui est fait par les institutions, par les politiques, voilà. En principe, on sait ce qu'il faut faire, il me semble. Mais et voilà, je vais encore dire 2 mots sur pourquoi c'est devenu fragile, même ça, aujourd'hui. Et avec la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ici et maintenant, pour à la fois, évidemment, progresser sur le savoir, etc., mais surtout dans la question du cadre public, national, international, qui permet, dont on puisse être sûr pour ensuite savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et en parler, et se mettre, et n'être pas d'accord aussi. Parce qu'au fond, un parlement, c'est pareil, on ne sait pas ce qui est juste dans un pays, mais il faut qu'on soit sûr du cadre pour en parler. Eh bien, aujourd'hui, c'est fragilisé. Et effectivement, j'ai empiété sur... de toute façon, je ne vais pas parler que 3-4 minutes de plus. Aujourd'hui, il y a effectivement, pour moi, l'incertitude la plus grave, c'est l'incertitude qui est désormais portée au niveau des cadres. Et elle l'est de façon délibérée, je pense. Ce n'est pas une incertitude seulement objective. Par exemple, est-ce que c'est une incertitude maintenant, je dirais, politique, de part en part. Une mise en cause des cadres, qui certes a peut-être des raisons objectives. Je pense qu'aujourd'hui, les incertitudes dans le contenu sont devenues très très grandes. Il y a effectivement des changements majeurs dans la science, dans la politique, dans la société, dans le monde, de façon internationale. Il y a une image de l'homme qui est en train de changer, c'est certain, objectivement, du cerveau jusqu'au climat, en passant par les migrations, voilà. Mais on aurait tendance à penser que face à ces certitudes objectives, il faut au contraire renforcer les cadres. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est le contraire qui se passe ? Quel est l'intérêt de certains à fragiliser le cadre ? Et ça, je pense que c'est la vraie question du moment. Et je pense que ça veut dire que ce cadre est une conquête fragile, vitale, et que la manière dont il est attaqué aujourd'hui, y compris les cadres médiatiques, les cadres... Bon, tout ça doit vraiment nous faire réfléchir. Donc, c'est pour ça que j'aurais envie de réfléchir plus sur le cadre que sur les contenus, même s'il faut aussi, évidemment, réfléchir sur les contenus. Bien entendu, dans la question des cadres, il y a la question de leurs principes juridiques, institutionnels, politiques, démocratiques, républicains. Il y a la question de leur maintien financier, peut-être aussi la manière dont ils s'opposent à certains intérêts. La manière dont ces cadres, en effet, sont des protections aussi contre des enjeux concrets de rivalité politique, idéologique, etc. Il y a des intérêts qui sont peut-être très puissants contre ces cadres parce que, quand même, ces cadres régulent tout un tas de choses et je pense que ça, il faudrait quand même y réfléchir aussi. Je crois que c'est jamais des cadres seulement abstraits. Et voilà, il y a des conditions matérielles, il y a des fragilités. Et
Et il y a une dimension internationale aussi. Il y a évidemment une incertitude. Là, c'est là qu'on retrouve la dimension géopolitique, dans la mesure où, dans la géopolitique, contrairement à certains pays ou à certains espaces publics, tout est encore à inventer. Les cadres publics sont très fragiles. Il y a l'idée de communauté internationale est de plus en plus une fiction. Il reste quelques petites institutions qui peuvent servir dans lesquelles on peut avoir confiance. Et encore, peut-être qu'il reste une cour pénale internationale. Est-ce que l'ONU est encore un cadre face aux incertitudes géopolitiques, etc. Alors là, on sort de la question de l'éducation, mais pas entièrement. Et c'est ici que je pense que l'une de nos inquiétudes aujourd'hui qui porte sur l'Europe est très très importante. Je dirais presque que à chaque type d'incertitude, il faudrait son institution spécifique, un cadre qui soit un peu approprié. Et pour construisons des cadres dont nous soyons, qui soient fiables, qui comportent aussi leurs règles et leur définition de ce qui est non seulement incertain, mais inadmissible. Car il y a des choses dont on ne peut pas être incertain. Peut-être là-dessus que je vais conclure. On peut être incertain objectivement, subjectivement, technologiquement, mais pas éthiquement et politiquement. Il y a des choses... Enfin voilà, l'inadmissible n'est pas incertain. Et donc, il y a un moment où on peut... Ces cadres, évidemment, qui sont aussi des cadres sur ce qui est certain moralement et politiquement, c'est sans doute, à mon avis, on est plus certain de la limite négative, c'est-à-dire de ce qui est inadmissible que du bonheur et du bien. Mais il y a quand même des choses dont il faut rester certain, c'est le cadre et un certain nombre de principes. Après, affrontons les incertitudes du moment, elles sont très dangereuses, objectivement et subjectivement. Mais voilà, moi je pense... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour une politique de l'éducation, une politique de la santé, une politique de la justice, une politique des institutions internationales, une politique des cadres publics, sociaux, communs, forcément partagés, une politique des institutions. C'est mon souci, mais je sais qu'on a une ministre qui l'a partagé. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation et de me retrouver à mon tour en effet dans cet amphithéâtre où j'ai de grands souvenirs. Alors, comme Sarah le disait à l'instant, moi ce soir c'est à la fois comme une femme politique qui a exercé des responsabilités, qui a vécu un certain nombre de choses, mais aussi à d'autres titres que je m'exprimerai, parce que, comme elle le rappelait, j'ai aussi l'opportunité de faire une expérience assez particulière en œuvrant aujourd'hui au sein d'un groupe d'études qui m'amène à toucher du doigt un certain nombre, je ne sais pas si c'est des réponses, mais en tout cas d'illustrations de ce qu'on est en train de se dire ce soir, puisque la question de l'incertitude, autrement appelée pour aller vite, les fake news, les théories du complot, le conspirationnisme, etc., même si ça n'est que des parties émergées de l'iceberg et qu'il y en a bien d'autres, c'est un des défis majeurs de notre temps et que, évidemment, quand on intervient comme on le fait dans le cadre de ma nouvelle activité dans 90 pays dans le monde, ça fait partie des sujets qu'on côtoie au quotidien. Alors, moi, je voudrais d'abord peut-être commencer par faire quelques remarques introductives, puis on viendra à la discussion, mais que m'a inspiré votre introduction à cette séance. D'abord, revenir sur la crise de légitimité et de crédibilité des figures d'autorité. Ça correspond évidemment très directement à mon vécu personnel. Je pense que vous le savez un petit peu, que cette crise de défiance qui frappe les institutions politiques, mais aussi médiatiques, scientifiques, et le lien de cette crise de défiance avec notre rapport à la vérité. Ça correspond à mon expérience personnelle parce que j'ai eu l'occasion des années durant de mesurer l'ampleur de cette crise de défiance quand il m'a fallu affronter des procès, des accusations dénuées de fondement. Je pense que c'est même pas la peine de s'apesantir ici parce que vous en avez forcément quelques-uns en tête, entre l'arabe obligatoire en classe de CP, la réforme de l'orthographe qui n'a jamais existé mais qui faisait la une des journaux et sur laquelle tout le monde avait un avis parce que par définition, forcément, on était là pour simplifier et affaiblir l'orthographe.
Cette réforme n'a pourtant jamais existé, je le redis. Ou encore, s'agissant des questions de genre, dont il a été beaucoup question dans le débat public, la volonté, soi-disant, d'indifférencier les sexes dans les programmes scolaires, ce qui n'a jamais été le sujet non plus. Donc, beaucoup de faux procès, beaucoup d'accusations dénuées de fondement, auxquelles, à chaque fois, évidemment, on répondait, comme institution, ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence, par des rapports scientifiques, par des statistiques, par des processus transparents, ouverts. Et pourtant, force était de constater qu'aucun de ces efforts ne venait à bout de certaines idées, de certaines accusations, de certaines fake news. Et donc, j'ai vraiment éprouvé, à ce moment-là, l'impuissance du discours que je tentais de porter, les limites de la rationalité, dans le cadre de débats où, très vite, j'ai compris que la recherche du vrai n'était finalement pas l'objet. Que l'objet, c'était d'affirmer une vision du monde et de la défendre vaille que vaille, et que finalement, au débat et à la discussion, c'était substituer une forme de guerre de tranchées, un jeu à somme nulle dans lequel l'important, ça n'était pas la recherche de l'intérêt général ou du compromis, mais simplement de faire triompher un point de vue dans un environnement où tous les points de vue se valent. Parce que c'est quand même ça notre monde aujourd'hui. Et même, je suis encore un peu trop gentille en disant ça, parce que tous les points de vue ne se valent pas. Je dirais même que, compte tenu de la défiance vis-à-vis des élites, le point de vue de la ministre de l'Éducation nationale comptait moins que celui d'un parent d'élève lambda, ou d'un enseignant lambda, ou d'un commentateur lambda. C'est quand même... vous savez, on vit dans cette ère du bon sens populaire, où l'expertise est devenue un gros mot. Donc, à la limite, le fait que l'information sorte d'un rapport officiel est plus suspicieux qu'autre chose. Et je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle New Power, de Jeremy Hyman et Henry Timms. Mais il analyse bien ce renversement des rapports de pouvoir et il montre à travers de multiples exemples comment est-ce qu'aujourd'hui, pour convaincre, il vaut mieux être un commentateur anonyme sur TripAdvisor que être un critique gastronomique réputé, il vaut mieux être un ami Facebook que un scientifique reconnu, etc., etc. Et ce renversement des hiérarchies et des rapports de pouvoir, cette désacralisation des figures d'autorité, que ce soit le professeur, le médecin, le gouvernant, ça change profondément les rapports que les uns et les autres ont avec la société. Ça crée un climat d'incertitude permanent. Et il est sans doute impossible de dire si gouverner est plus difficile aujourd'hui qu'hier, mais en tout cas, clairement, la nature de la mission d'un gouvernant a aujourd'hui changé compte tenu de cette donne-là. Mais, et ce sera ma deuxième remarque, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette crise du rapport à la réalité, à la vérité, au réel, ne doit pas pour autant se réduire à un seul problème de défiance du peuple à l'égard des élites. Parce que je pense qu'en fait, ça va plus loin que cela. Mon sentiment, c'est que cette si grande adhésion aux fake news, aux théories du complot, au conspirationnisme et tout ça, en fait, c'est d'abord les symptômes de la recherche de certitude dans un monde incertain. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là. Donc, je le disais, dans le cadre de mes nouvelles fonctions chez Ipsos, il y a un certain nombre d'études qu'on fait qui sont absolument passionnantes. Par exemple, on réalise des études qui s'appellent Perils of Perception, dont l'objet est de mesurer, dans une quarantaine de pays différents, chaque année, l'écart entre la réalité et les perceptions. Dans des domaines extrêmement variés, la santé, la démographie, la sécurité, l'économie, les pratiques sexuelles, enfin tout. On demande aux gens, à votre avis, par exemple, je ne sais pas, combien y a-t-il de personnes étrangères ou de migrants dans votre pays? Et puis là, on regarde, alors on a des résultats absolument incroyables. Je veux dire, les gens sont persuadés, même dans des sociétés éduquées, informées, on ne peut pas dire qu'on ne soit pas une société éduquée et informée, sont persuadés qu'il y a bien sûr 30% de musulmans en France. Ah non, pas vraiment. Les gens sont persuadés qu'il y a 25 fois plus que la réalité d'étrangers en prison. Les gens sont persuadés que les vaccins sont beaucoup plus nocifs qu'ils ne le sont en réalité. Enfin, il y a des tonnes d'exemples comme ça que je pourrais vous passer si ça vous intéresse. Et puis après, il y a des sujets d'ailleurs
qui sont aussi très intéressants. Les gens sont persuadés, par exemple, qu'ils ont bien plus de chances d'accéder aux positions hiérarchiques supérieures dans leurs entreprises, ce qui fait que ça les fait être plus tolérants avec les inégalités qui sont dans l'entreprise. Et donc, ils adhéreront moins à un discours et à un projet de société qui dit « non, mais il faut mettre fin aux inégalités flagrantes de position, de statut et de salaire », parce que quelque part, au fond de leur esprit, ils se disent « non, mais quand même, j'ai au moins 60% de chances d'accéder tout en haut un jour ». Non, en fait, tu les as pas, ces 60% de chances. Donc, c'est vraiment, ce Perils of Perception, c'est absolument passionnant. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que la question que j'ai fini par me poser, bien sûr, c'est pourquoi on a ces erreurs de perception ? Eh bien, je crois que c'est parce que on a d'abord et avant tout un besoin de s'approprier le réel de manière à nous rassurer. De manière à nous rassurer, à trouver notre place dans le monde, parce que ça correspond à des croyances que l'on a. Donc, du coup, si on croit que on n'a pas la bonne place aujourd'hui dans notre société parce qu'il y a un plombier polonais, du coup, on va adhérer plus facilement à l'idée qu'il y a trop de plombiers polonais. Je donne des exemples peut-être absurdes, mais donc en fait, l'adhésion à ces perceptions fausses trouve sa source dans le fait que ça nous rassure, ça nous permet de mieux analyser notre place dans le monde, de donner du sens à des phénomènes qui parfois, sinon, alors sont juste déroutants ou terrifiants. En d'autres termes, pour revenir au sujet qui nous occupe, à savoir l'incertitude, je crois qu'une des raisons qui nous amène à souscrire aux fake news, c'est, et à nous montrer du coup indifférents à la vérité scientifique, c'est que ce qui compte le plus pour un être humain, en fait, c'est d'abord de trouver un sens à sa vie, une place dans la société et une forme de sécurité. Et donc, on va préférer croire que les millions de personnes qui peuvent être amenées à être déplacées par un conflit ou par le changement climatique resteront au-delà de nos frontières si on les ferme hermétiquement. On va préférer croire au complot des labos pharmaceutiques producteurs de vaccins plutôt qu'au hasard quand vient un enfant autiste, par exemple. Ça, c'est un cas précis. Il y a pas... Le nombre de gens qui sont persuadés que l'autisme est lié au complot des labos pharmaceutiques. On va préférer croire on va préférer nier le changement climatique parce que c'est plus confortable pour nous que la perspective de notre extinction possible. Okay ? Et pour prendre un autre exemple qui cette fois relève de l'époque où j'étais ministre de l'Éducation, je me souviens que après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, l'épicerie, etc., eh bien, vous vous souvenez que dans les écoles, un certain nombre d'élèves avaient pu, ici ou là, contester la minute de silence qui avait été organisée ou poser des questions qui avaient paru dérangeantes à l'époque, etc., ou même simplement se nourrir de théories complotistes sur les rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi, et ça avait un petit peu dérouté tous les observateurs, y compris les professeurs à ce moment-là. Mais en fait, moi, je suis convaincue avec le recul que pour beaucoup de ces élèves, c'était plus rassurant et sécurisant de s'engager dans une théorie du complot, enfin en tout cas d'adhérer à une théorie du complot, que de se dire qu'une violence aussi brute, aussi aveugle et aussi terrorisante puisse vraiment avoir lieu dans notre monde, quoi. Vous voyez ? Donc la raison pour laquelle on adhère à ce point aux fake news, c'est aussi cela. On vit dans un monde incertain, et une des façons dont on tente de rendre cette incertitude gérable et acceptable, c'est de tordre le réel. On tord le réel, comme ça on réduit l'incertitude, on se construit des représentations, des certitudes, comme autant de châteaux de cartes censés nous préserver d'un monde complexe, menaçant, et qui nous échappe. Et donc, alors, à partir de ce diagnostic, comme vous disiez là, quelle est la conclusion sur cette affaire et quel est le meilleur moyen de combattre les erreurs de perception et les fake news ? Je pense en effet que c'est d'apprendre à cultiver le doute et précisément d'accepter l'incertitude. En d'autres termes, la réponse à l'incertitude actuelle, c'est de cultiver l'incertitude. Donc je rejoins assez ce que disait Frédéric à l'instant, et de cultiver la culture du doute au sens de Descartes, parce que
dans ces enquêtes Perils of Perception que j'évoquais, ce qui frappe le plus, c'est que les personnes qui se trompent le moins sur tous les chiffres qu'on leur demande, là, sur toutes les réalités sociales sur lesquelles on les interroge, sont aussi celles qui se disent peu sûres de leur jugement. Et à contrario, la plupart des personnes qui se trompent le plus estiment détenir la vérité. Elles ne doutent pas de leur capacité à distinguer le vrai du faux. Eh bien, c'est ça le problème, c'est quand on ne doute pas de sa capacité à distinguer le vrai du faux. Et face à ces personnes-là, qui ne doutent pas, eh ben, le fact-checking n'a aucun intérêt. La seule chose qui aurait un intérêt et un sens, c'est un travail sur elles-mêmes, sur leur propre certitude. C'est ça qui me paraît nécessaire. Et donc, bien sûr que l'éducation, l'école a un rôle énorme à jouer, même si je pense que comme sur tous les sujets, tout ne peut pas reposer sur les seules épaules de l'éducation, de l'école et des enseignants. Mais enfin, c'est vrai qu'à l'école, oui, au quotidien, il faut apprendre à faire ce travail de doute. Doute sur les informations qu'on reçoit par le biais des médias, des réseaux sociaux, de ses propres camarades. Ça, c'est un travail qu'on a beaucoup engagé durant l'ancien quinquennat au travers de l'enseignement moral et civique, qui permet quand même la confrontation des opinions pour les élèves et d'apprendre le débat et donc d'interroger, voilà, ce que disent les autres et ce qu'on pense soi aussi. C'est ce qu'on a fait à travers l'éducation aux médias et à l'information, où on a appris aux élèves aussi à se méfier des images, d'une certaine façon, à leur expliquer comment s'effectue un montage sur une vidéo et que avec les mêmes images, on peut raconter deux histoires opposées simplement en fonction de la façon dont on monte ces images. C'est ça l'éducation aux médias qu'on a introduit. Mais c'est aussi tout ce qui concerne Internet, évidemment. Expliquer aux élèves, comme c'est le cas normalement aujourd'hui dans les programmes, que quand vous faites une recherche sur Google, il faut vous méfier parce qu'il y a une bulle algorithmique qui fait qu'on vous répondra toujours en fonction de vos recherches précédentes et que si vous étiez dans un état d'esprit complotiste dans vos recherches précédentes, vous le serez à nouveau dans les nouvelles. Enfin, voilà. Donc, ce type de formation-là qui ont vu le jour dans la réforme des programmes de 2015, c'est des choses importantes. Mais je crois que s'il fallait aller plus loin, ce serait sur, OK, on vous apprend à douter des informations que vous recevez, mais il faudrait aussi que vous doutiez de vous-même. C'est le travail sur soi-même. Et ce travail sur soi-même, moi je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a plein d'éléments scientifiques qui nous permettent de l'expliciter mieux, ne serait-ce que tout ce qu'on sait, et Daniel Kahneman, prix Nobel, a beaucoup écrit sur le sujet, au sujet des biais cognitifs, qui font que, au-delà de ce qui nous arrive, nos misperceptions, nos erreurs de perception, elles sont aussi liées au fait qu'on a des raisonnements, des raccourcis qui vont constituer autant de filtres dans la vraie réflexion et qui vont être des illusions d'optique qui vont nous faire appréhender tel ou tel sujet de façon fausse, de façon tronquée. Dans ces biais cognitifs, je pense que vous connaissez ça, mais l'un de ceux, par exemple, auxquels j'ai été le plus confrontée, honnêtement, quand j'étais aux responsabilités politiques, c'est le biais de confirmation. Vous savez ce que c'est que le biais de confirmation? C'est que dès lors qu'un préjugé est installé en vous, toutes les informations qui passeront sous vos yeux, qui confirment ce préjugé, vous les noterez, votre cerveau les prendra comme une éponge. Toutes les informations qui infirmeront votre préjugé, c'est comme si elles n'existaient pas, vous ne les voyez pas. Et donc, du coup, le biais de confirmation, c'est qu'en fait, vos préjugés ne sont que confortés en permanence. Et donc, je disais, j'y ai été beaucoup confrontée parce que, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, beaucoup des procès qui m'ont été faits, évidemment, étaient liés au nom que je porte, puisque c'est dans l'actualité de porter des noms qui sont acceptables ou pas acceptables. Et donc, par définition, c'est vrai que le nom que je porte, les origines qui étaient les miennes, pouvaient laisser penser à un certain nombre d'observateurs que, bien sûr, mon intention ultime était d'imposer l'apprentissage de l'islam au lieu de l'apprentissage de la chrétienté, l'apprentissage de l'arabe obligatoire au CP, etc., etc. Et bien, tous ceux qui avaient ce préjugé-là à mon endroit, à chaque fois que passait une information, qui n'en était pas une, qui était une fake news, sur le fait que c'est ce que je m'apprêtais à faire, retenaient cela, et quelles que soient mes dénégations, quelle que soit la réalité, ça, ils ne le voyaient pas. Donc les biais de confirmation, c'est un exemple de ce type de biais cognitif que j'évoquais tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Le biais de conformisme, c'est extrêmement intéressant aussi. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait... Je pense que si vous ne connaissez pas le biais de conformisme, c'est en fait, plus vous avez
de personnes qui partagent un même avis et qui l'émettent vocalement, on va dire, et plus vous allez éviter d'émettre un avis divergent. Alors évidemment, avec le phénomène des réseaux sociaux, ce biais-là, il est quand même très amplifié. Puis vous en avez d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je trouve que mieux connaître ces biais cognitifs devrait nous amener aussi à mieux apprendre, y compris à l'école, à les contourner, à les affronter, à finalement à ne pas se faire d'opinion trop rapide sur les choses simplement parce que c'est ce qu'on a entendu, etc. Donc je pense que s'il y avait un sens dans lequel il faudrait enrichir soit l'éducation morale et civique que nous avons créée, soit les leçons de philosophie, soit, je dis pas créer une autre matière parce que pour avoir été ministre de l'éducation, je sais très bien que c'est très compliqué de créer une nouvelle discipline parce que tout le monde se demande à qui on retire des heures. Donc simplement dans le cadre d'une discipline existante, il y aurait en effet un travail à faire pour que, on se méfie, les élèves apprennent à se méfier de leurs propres biais cognitifs, de leurs propres raccourcis qui provoquent des erreurs de perception sans qu'ils s'en aperçoivent. Et donc concrètement, ça reviendrait à leur apprendre à réfléchir avant de décider, avant d'adopter une opinion, à prendre en compte les objections, à privilégier les arguments chiffrés, les études scientifiques. Voilà, c'est plus une démarche, d'une certaine façon, qu'un programme ou qu'une discipline, mais je crois que ça aurait vraiment toute sa place. Et je terminerai simplement en disant que, je vous parle de l'école parce que par définition c'est ma passion, mais encore une fois, il faut qu'on arrête de se dire que tout ça ne s'apprend ou ne s'encadre, puisque tu parlais de cadres certains tout à l'heure. J'aime bien cette idée qu'à l'école, il y a quand même un sujet, honnêtement, le fameux cadre certain que tu évoquais, Frédéric, tout à l'heure, si on l'applique, par exemple, à l'information qui nous arrive des médias, eh ben, c'est tout simplement d'avoir des médias qui fassent un effort d'objectivité dans la couverture des informations. Parce que ça, c'est le cadre certain. Puis après, nous, comme individus, on peut être incertain dans ce qu'on pense, etc. Mais quand vous avez, par exemple, sur la question des migrants que j'évoquais tout à l'heure dans nos Perils of Perception, autant de gens qui ont une vision négative de ce sujet, après, c'est pas compliqué, hein. Vous allez chercher sur un an les couvertures de presse consacrées aux migrants et vous vous rendez compte, on l'a fait l'exercice, que 80% des couvertures de presse étaient négatives, stressantes, angoissantes, etc. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas amenés à ces erreurs de perception? Donc il y a évidemment aussi une responsabilité médiatique importante pour créer ce cadre. Voilà. Je peux m'entraîner, mais non, c'est passionnant tous les deux. Merci. Je cherche un tout petit peu le lien entre vous deux, effectivement, et ce qui vous sépare de l'un de l'autre. Et aussi, j'aimerais bien poser la question de l'actualité. Qu'est-ce qui est actuel? Surtout chez toi, Frédéric, dans ce que tu dis quand tu parles des cadres certains, est-ce que c'est quelque chose de éternel? Est-ce que c'est quelque chose de permanent dans la société? Ou est-ce que c'est même un idéal? J'ai l'impression que tu parles en partie, en tout cas, d'une espèce de normativité, qu'il faut chercher les cadres certains qui n'existent peut-être pas forcément aujourd'hui, mais il faut les chercher, on a besoin de. Et cette distinction entre le doute et l'incertitude est absolument fascinante. Donc il y a un doute sain et une incertitude malsaine. N'est-ce pas? Il y a une différence entre les deux, et le doute, c'est la base de la science, donc cartésienne. En quelque sorte, même si c'est négatif, même si c'est doutant, bon, c'est une remise en question, ça porte en soi une espèce d'élément de progrès que possède pas l'incertitude. Donc je cherche toujours à comprendre la différence entre les deux, mais cette distinction est assez puissante, je pense. Tu veux? Merci, parce que ça me permet, en essayant de te répondre, d'essayer aussi de poser une question. Donc, je vais faire. L'élément que je voudrais reprendre d'une autre façon pour te répondre et pour poser la question, c'est pour moi le fait qu'il faudrait distinguer, j'allais presque dire, le doute sur quelque chose et le doute sur quelqu'un.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types de doutes qui sont quand même très très différents. C'est-à-dire, il y a tous les doutes dont tu as reparlé très fortement et avec des biais. Est-ce que telle ou telle chose est dangereuse ou pas, etc. Et puis il y a le doute sur la personne qui vous en parle. Et c'est pour ça que, moi, c'est plus de ce deuxième doute que j'ai parlé, parce que ce doute-là n'est pas c'est pas une enquête scientifique seulement qui va le lever, c'est la confiance dans la relation humaine. C'est pas seulement dans les chiffres ne suffiront jamais, puisqu'il faut d'abord avoir confiance dans la personne qui vous transmet ces chiffres ou l'institution qui vous la transmet. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a on est dans un moment où ces questions sont au cœur d'un débat politique, et c'est très dangereux parce que c'est plus seulement une question de savoir objectif, mais de confiance intersubjective en quelque sorte. Et quand tu disais, voilà, on a plus confiance dans la personne illégitime que dans la personne légitime, je pense quand même que c'est un vrai débat politique, parce qu'il y a des personnes, on a confiance dans des gens qui nous disent de ne pas avoir confiance dans les institutions, qui nous disent d'avoir confiance dans le peuple contre les élites, etc. Et donc c'est quand même, voilà, donc l'élève, par exemple, qui va douter des professeurs, c'est parce qu'il a confiance dans quelqu'un qui lui dit de douter des professeurs et qui lui dit de faire confiance plus. Voilà, il y a quand même alors, évidemment que c'est lié aussi à des paradoxes de la démocratisation en un certain sens, parce que l'exemple de TripAdvisor ne peut pas être entièrement critiqué. On a très envie de ne pas être captif des Go-Emilio, du guide Michelin, d'avoir une sorte de démocratisation des évaluations, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se dit quand même, il y a TripAdvisor, c'est quand même un cadre un peu régulé, même si c'est sans doute n'importe quoi. Et en même temps, voilà, donc la question du cadre, c'est pour ça qu'elle est très très importante. C'est-à-dire on est dans un moment où un certain nombre de cadres ont été ébranlés, il faut les renforcer, les cadres, je dirais, publics, institutionnels, y compris les grands médias de référence, qui sont des médias de référence parce qu'ils ont une déontologie, parce qu'ils ont un certain nombre de choses en principe, et une histoire, etc. Ils peuvent s'être remis en question, ils ont de plus en plus d'ailleurs des rubriques des intox, y compris qui s'auto-appliquent, des rubriques de déontologie, etc. Et il faut reconstruire des cadres sur des nouveaux éléments. C'est-à-dire, effectivement, on a envie de savoir comment TripAdvisor fonctionne, et après, s'il y a un avis qui passe, bah, très bien. Ou comment les médias aujourd'hui, un des enjeux intéressants, c'est comment est-ce qu'ils font pour leurs articles, mais ils régulent aussi les commentaires spontanés, qui sont eux-mêmes complètement biaisés, mais de manière intentionnelle, par des masses de trolls qui arrivent de façon faussement spontanée. Et donc, en fait, l'absence de cadre est une fiction. Il y a toujours un cadre. Même le truc spontané sur Internet est un cadre, etc. Donc voilà, en fait, pour répondre à ta question, moi je pense que il faut vraiment aussi travailler sur le doute, pas seulement le doute objectif sur l'état du monde ou sur ce qu'il en est, mais sur le doute intersubjectif, auquel on répond pas seulement par le savoir, mais par la confiance. C'est ce que je voulais appeler l'incertitude morale. Voilà, en un sens, c'est ça. Mais ça, on peut lutter. C'est-à-dire qu'en un sens, si on est vivant, c'est parce qu'on a surmonté ça. Déjà, quand on était tout petit, on a des cadres de confiance minimale, etc. On sait assez bien le faire, hein, de façon suffisamment bonne, comme disent les psychanalystes. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'au niveau public, c'est ébranlé, ça retentit sûrement sur aussi les relations privées, etc. Donc, voilà, donc là, c'est vrai que c'est la question que je voulais reposer, parce qu'il me semble que il ne s'agit pas seulement de défendre l'école par les contenus apprendre à douter, la culture du doute, mais une politique de la confiance. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire non seulement une politique du doute dans les contenus, mais une politique de la confiance dans les acteurs. Et ça, c'est quand même capital, quoi. C'est quand même, et c'est devenu difficile parce que on a maintenant des hommes politiques qui inspirent la méfiance dans la politique. Et s'il y avait pas, c'est ma dernière question, c'est-à-dire qu'il y a qu'il y ait des citoyens qui doutent, c'est aussi lié au paradoxe de la démocratie. C'est-à-dire la démocratie dit tout le monde est légitime,
Et en même temps, un médecin en sait plus que le patient quand même sur pourquoi le cœur ou le rein dysfonctionne. Donc c'est très bien d'aller sur, s'il faut d'ailleurs aller sur démocratie numérique en santé, la démocratie sanitaire, ça passe par les sites internet. J'étais dans plusieurs débats là-dessus, c'est impossible de dire qu'il y a un problème quand le patient s'informe, quand le patient va sur des sites. En même temps, s'il fait plus confiance à son médecin. Donc comment est-ce qu'on rend compatible aussi, c'est un des aspects du sujet, la démocratisation et les effets pervers d'une certaine façon. Bon, à mon avis, entre la démocratisation et ses effets pervers, il y a des idéologues. Et c'est là qu'il faut taper. Non, mais en tout cas, moi, ce que m'inspire ta question, c'est que moi, j'ai toujours été extrêmement irritée lorsque, dans le débat public, et Dieu sait que c'est fréquent, on entend parfois des discours sur le mode les professeurs ont perdu leur autorité. Enfin, généralement, c'est des discours sur le mode accusatoire, soit qu'on accuse l'institution éducation nationale, le ministère, les politiques, soit on accuse même les professeurs eux-mêmes de ne pas être suffisamment autoritaires, exigeants, etc., etc. Ce type de discours m'a toujours irritée parce que j'ai trouvé que c'était, comment dire, une méconnaissance profonde de l'évolution de nos sociétés de manière générale. Et qu'en fait, mettre ainsi la focale sur l'école, c'est juste ne pas comprendre que oui, nos sociétés ont évolué dans le rapport à l'autorité de manière générale, que, je sais pas, moi, quand j'étais enfant, c'est à peine si on osait prendre la parole comme enfant autour de la table avec nos parents. Aujourd'hui, enfin, je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais c'est à peine si les parents arrivent à en caser une. C'est plutôt les enfants qui parlent. Enfin bon, c'est un peu caricatural, mais je veux dire, il y a des choses qui ont évolué de la même façon. Autrefois, c'est vrai que on prenait un peu pour l'expression est mal choisie, parole d'évangile, ce que disaient un certain nombre d'institutions détentrices du savoir, le médecin par exemple, typiquement, etc. Et aujourd'hui, on va soi-même se renseigner sur les maladies et on remet en cause, ou on met en concurrence, en compétition en tout cas, le savoir du médecin avec ce qu'on trouve sur Internet. Et ben, de la même façon, à l'école, il se passe exactement la même chose, qui ne vient d'ailleurs pas que des enfants, et j'allais dire même avant de venir des enfants, ça vient des parents, qui est que on est dans une société, en effet, à la fois plus éduquée, plus démocratique, et dans laquelle, du coup, il peut arriver aussi que les parents donnent des informations contradictoires à leurs enfants par rapport à ce que le professeur a pu dire, et c'est ça qui crée aussi la remise en cause, pas forcément de l'autorité du maître, mais simplement le fait que le maître ne soit plus l'exclusif détenteur du savoir. Donc c'est pour ça que, encore une fois, ce discours caricatural sur le fait que l'école aurait failli, les professeurs auraient failli, etc., il tient pas la route. Il faut regarder ce qui se passe dans toute la société, et au fond, de la même façon qu'on fera plus confiance à TripAdvisor, eh ben il se passe un peu la même chose malheureusement aujourd'hui à l'école. Alors, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même essayer de trouver des solutions à ça, parce que c'est pas très rassurant et formidable non plus. Moi, je trouve que sur Internet, finalement, le bon exemple de ce qui, malgré tout, constitue à la fin un cadre, bien que les échanges soient démocratiques, c'est Wikipédia. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir quand même trouver, à partir du moment où le cadre est connu, transparent, je veux dire, on sait sur Wikipédia que quiconque s'amusera à faire, je sais pas, des louanges exagérées, etc., pour remplir une fiche Wikipédia, on sait que ça se fait pas, on sait qu'il ne faut y mettre que des faits, parce que des faits véridiques et vérifiés, parce que de toute façon un autre internaute ira les vérifier et viendra les corriger si c'est faux, etc., etc. Ce cadre qui est à peu près connu, je trouve que étrangement, à travers les années, il y a assez peu d'autres sites internet ou d'autres services internet qui l'ont adopté. En fait, je connais pas d'autres exemples que Wikipédia qui ait un cadre dans ce style-là, qui concilie finalement la plus grande démocratisation du savoir, etc., et en même temps une recherche et un souci d'exigence. Mais peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller. Juste un mot sur Wikipédia, une seconde. Juste pour citer un article, enfin d'ailleurs pas de façon vague parce que je me souviens plus bien de l'article, mais c'est un article d'un ami philosophe qui a fait une petite enquête personnelle sur Wikipédia et qui aboutit exactement à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire Wikipédia, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'insultes, elles sont corrigées, il y a aussi une déontologie, ils ont quand même des mots-clés qu'il faut pas... Ils ont été obligés de réguler plus qu'ils ne voulaient quand même au départ. Ça veut dire que la démocratie
n'est pas entièrement direct. Il y a qu'un minimum de régulation. Mais ce qu'il disait en revanche, et ça c'est intéressant par rapport à une question qui nous est importante aussi sur la recherche, sur le doute, et sur ce que tu disais sur le doute. Ce qu'il disait, sur Wikipédia, il y a le savoir acquis de base. Par contre, il n'y a jamais de nouveauté. Il n'y a jamais non plus des choses de recherche, de découverte, parce que au fond, c'est l'état du savoir. Alors c'est déjà très bien. Il n'y a pas effectivement forcément de grosses erreurs parce qu'elles sont corrigées. Il n'y a pas d'insultes parce qu'elles sont régulées. Mais il n'y a pas non plus de découverte parce que c'est pas le lieu. C'est une sorte. Alors c'est très important. Mais quand un savant veut douter, quand un savant dit moi je sais pas vous dire exactement quand va arriver la fin du monde. Ou la prochaine catastrophe, ou le réchauffement climatique, c'est un truc, on peut maintenant le documenter, comme on dit, mais est-ce qu'on peut prouver que si on ne descend pas de 2 degrés, c'est la fin du monde à tel moment? Bah non. Quelle est la limite? Et ça, sur Wikipédia, je ne suis pas sûr qu'on le trouve, c'est juste ça que je voulais dire. Pardon. Merci. Alors, juste, je vais relayer une question de la salle, et puis après, j'en... de la salle Et oui, oui. D'accord. Et puis après, j'en profiterai aussi pour vous poser une petite question. Donc, une question de la salle. On vous demande, l'incertitude est-elle également caractérisée par des pratiques? Donc, j'imagine, si oui, lesquelles et comment les identifier. Et pour ma part, moi, j'aimerais revenir sur cette question de la légitimité que je retrouve finalement dans vos 2 interventions. D'un côté, la remise en question de la légitimité de l'élite politique, avec des remises en question plutôt démocratisées, démocratiques. Et puis d'un autre côté, aussi une perte de légitimité de la connaissance scientifique, et donc la remise en question de ces savoirs-là. Donc moi, ma question serait, est-ce que cette notion de légitimité, justement, n'est peut-être pas justement un levier ici sur lequel qu'on pourrait actionner pour faire face à cette éducation de l'incertitude, et si oui, comment? Voilà, je voulais un peu avoir vos réflexions sur ce sujet. Merci. En d'autres termes, comment renforcer la légitimité des sachants? En gros, c'est ça la question. Alors oui, et est-ce que c'est bien là que se situent finalement les difficultés d'éduquer à l'incertitude ou de faire face à cette notion d'incertitude? Sinon, je vous rappelle la question de la salle. La certitude est-elle également caractérisée par des pratiques? La question de la salle n'est pas celle-là. La question de la salle est... la salle pour la parole. Dans ce sens-là, elle est le cadre, c'est le lien entre les deux interventions, et sur le cadre qu'évoquait, ce cadre de confiance, ou ce cadre de certitude à l'intérieur de l'incertitude qu'évoquait Frédéric, et qui me semble le lien avec ce que disait Najat Belkacem, c'est le cadre n'est pas simplement une institution et un lieu de la parole d'autorité, c'est un lieu de pratique partagée, d'où l'exemple. C'est le lien entre les 2 questions. Et d'où la possibilité de recréer des formes de légitimité qui ne soient pas des formes de légitimité d'autorité sur des figures anciennes, mais sur des pratiques partagées, comme l'indiquait Najat Belkacem, c'est-à-dire des pratiques de discussion, des pratiques de confrontation, des pratiques de partage. L'exemple Wikipédia, il me semble, qu'il y a des nouvelles formes d'autorité à l'ère du numérique. C'est un séminaire de l'EHESS sur l'autorité à l'époque du numérique. C'est la question des pratiques. Je donne juste un exemple. C'est l'exemple de la lettre chez Alfred Schutz, que j'aime beaucoup. Il dit, quand je mets une lettre dans une boîte aux lettres, je fais preuve d'une confiance extraordinaire dans des institutions, le fait que je suis sûr que demain, quelqu'un viendra prendre la lettre dans la boîte, la mettra dans un autre boîte, avec un camion, le mènera. Et aussi dans des pratiques, j'ai mis le bon timbre, j'ai mis la lettre dans le bon endroit, etc. Et il me semble que c'est là où se joue le lien entre les deux, c'est de créer des pratiques de confiance et de légitimité, de choses dans lesquelles on peut pas, mais qui soient des pratiques démocratiques, qui soient des pratiques partagées. Voilà, c'était le sens de la question, mais je ne suis pas très doué avec un écran. Non, je suis en train de réfléchir à ce que pourraient être ces pratiques. Bon, par exemple, imaginons le patient d'un médecin. Donc, parce que moi j'aimais bien ce que disait Frédéric tout à l'heure sur ce cadre de certitude qui consiste notamment, par exemple, pour le médecin, à être ponctuel. Je veux dire, je dis pas que tout se résume à ça, mais je comprends l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on se sent sécurisé
par le fait que, voilà, de la même façon d'ailleurs qu'on se sent sécurisé, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais quand on arrive dans le cabinet d'un médecin et qu'on voit ses diplômes, c'est très anglo-saxon, mais diplômes affichés au mur, etc. Je sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais et donc pour poursuivre cette réflexion-là, ça veut dire aussi qu'il y a une éducation à une responsabilisation du patient. Par exemple, pour que dans cette démarche où il va voir son médecin, il y ait quand même, dès lors que son médecin lui dit qu'il faut prendre tel ou tel médicament, qu'il les prenne, quoi. Parce que si il y va, mais qu'il ne suit pas l'ordonnance, enfin, je veux dire, c'est aussi comme ça que se cultive le doute et l'incertitude. Donc ça vaudrait pour le médecin, mais du coup, alors si on transfère ça vers la politique et les gouvernants, bon, je vais dire quelque chose de complètement bateau et tout le monde l'a à l'esprit, évidemment. À chaque fois qu'un gouvernant est pris la main dans le sac de défaut d'exemplarité, le cadre est rompu en quelque sorte. Donc, et en fait, la grande difficulté aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y avait pas plus de gouvernants vertueux autrefois qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y avait des canards boiteux de tout temps, je pense. C'est que tout se sait, tout se commente et tout se surcommente. D'une certaine façon, et les gens ont toujours à l'esprit un exemple récent qui vient alimenter justement leur fameux biais cognitif que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a un, c'est renseigné par la science, de biais qui s'appelle le biais de disponibilité de mémoire, qui consiste en fait pour nous autres individus à toujours analyser les situations en fonction de la dernière chose qu'on a vue. Donc, par exemple, si la semaine dernière il y a un avion qui s'est crashé, et que vous m'interrogez sur la probabilité que des avions se crashent, je vais vous dire bah oui, elle est très élevée, puisque le dernier truc que j'ai en tête, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc, s'agissant de la non-exemplarité des politiques, le problème c'est que à chaque fois qu'une affaire comme ça défraye la chronique, les gens gardent ça à l'esprit et ça rompt complètement le cadre de confiance. Donc, en tout cas, si on voulait dessiner un petit peu les contours du contrat de confiance avec la politique et les gouvernants, je dirais que là encore, c'est un jeu réciproque, c'est-à-dire qu'à la fois les hommes politiques doivent respecter le cadre, etc., et être exemplaires dans leurs pratiques et dans la mesure du possible faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, mais de la part des gouvernés ou des électeurs, de ceux qui ont voté, il y a aussi peut-être une éducation à la responsabilité d'être électeur, c'est-à-dire typiquement de ne pas changer d'avis au bout d'un an quand on a élu quelqu'un pour 5 ans pour mettre en place un programme. Enfin voilà, je pense que en fait pour poursuivre un petit peu l'idée de Frédéric tout à l'heure, peut-être que c'est aussi dans ce sens-là que le cadre devient plus certain, c'est si on accepte soi-même de se contraindre pour respecter le contrat de confiance. Après, il faut que tu participes. Enfin, voilà, on est tous là. Ce qui me vient pour répondre à ces questions, en prolongeant un peu ce qui vient d'être dit, qui est important, c'est de prendre une sorte de métaphore, c'est-à-dire de dire, on a défini, traditionnellement, on définit l'État comme ayant le monopole de la violence légitime. Et de fait, c'est assez réaliste comme définition, même si ça pose des tas de problèmes. Ça veut dire que l'État peut être violent, mais il élimine une source de violence pire, qui serait la violence sans règle du tout, etc. Mais on pourrait presque dire que peut-être le cadre dont on parle, c'est le cadre du doute légitime. Et qu'il faut... parce que c'est très important, c'est-à-dire de pouvoir douter. C'est pour ça qu'en effet, les figures d'autorité à l'ancienne, c'est fini en un sens. Par contre, que le maître d'école, par exemple, ou même le professeur d'université ou le directeur de recherche soit celui qui dit, voilà, jusqu'où on peut douter, et vous avez le droit de douter, et il faut douter. Mais pas n'importe comment. Par exemple, si vous doutez de ce que dit le petit X, parce que le petit X n'a pas le même prénom que vous, qu'il n'est pas dans le calendrier, là, non, c'est pas un doute légitime. C'est même pas seulement une connerie, pour être un peu direct, c'est une ignominie. Enfin bon... Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire jusqu'où va le doute légitime. Et évidemment, on a envie de dire, mais je peux douter de tout. C'est toujours la question, est-ce qu'on peut rire de tout aussi, etc. Mais c'est vraiment une vraie question. Bien sûr qu'on peut douter de tout quand il s'agit des choses, des choses objectives. Et même c'est notre liberté de penser, c'est Descartes, etc. Même Descartes, d'ailleurs, il a oublié certaines choses... Et je pourrais en dire un mot sur l'actuel, parce que c'est... Bref.
si vous voulez faire un peu de philo. mais on ne peut pas douter de tout le monde, je dirais. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait pareil. Je reviens sur ma distinction. Et donc, Descartes, peut-être qu'il doute, il doute même de Dieu. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il serait peut-être très très mal, Descartes. Il pense même qu'il y a peut-être un malin génie mais il n'a jamais douté d'un énoncé d'un savant à cause du nom du savant. Donc, en tout cas, les raisons du doute, elles sont purement intellectuelles, en quelque sorte. Si Dieu me dit 2 et 2 font 5, Descartes a le culot de dire que c'est Dieu qui se trompe. Même si, dans un autre texte qui est très compliqué, on ne sait pas s'il l'a dit pour faire plaisir à l'Église ou pas, il dit Dieu aurait pu faire que 2 et 2 fassent 5. Ce qui, du point de vue de Galilée de l'époque, est quand même très grave en un sens comme énoncé, parce que ça veut dire... alors là, vraiment, ça met en doute tout. Donc on ne sait pas, même Descartes, il a pu dire des choses comme ça, qui sont quand même compliquées, parce que si Dieu avait pu faire que 2 et 2 fassent 5, ça veut dire que le fondement de la vérité, il est quand même in fine dans la révélation, dans la transcendance, et non pas dans la raison, dans la science. C'est les débats du 7e siècle, mais ils sont pas finis. Je m'égare un peu. Mais pour moi, c'est ça, c'est la question du doute légitime. Et Descartes, il construit son cadre pour le doute. Il sort du monde, il sort de la vie, il fait de la philosophie pure, et il doute des choses et pas des gens, enfin, en quelque sorte. Et surtout, il ne tombe pas dans le soupçon. Même le soupçon peut être pas mal. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on est en droit de soupçonner, parfois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en effet, mentent et qui déguisent leurs intérêts particuliers sous des thèses générales. Donc le problème, c'est là aussi, j'oserais presque dire, délimitons le soupçon légitime. Mais il faut partout tracer une limite. Et ça, c'est la question de la limite, en fait. Pardon, mais je réagis juste à ce que tu dis, parce que autant j'arrive à visualiser comment est-ce qu'on peut avoir des maîtres qui au moins disent ce sur quoi il est légitime de douter et ce sur quoi ça ne l'est pas. Autant, sitôt qu'on sort de la catégorie maître, enseignant, ouais. J'ai du mal à appliquer la même chose aux politiques, j'ai du mal à appliquer la même chose même aux scientifiques. Enfin, je sais pas. Le politique, il peut dire, vous pouvez douter, encore une fois, même que ma politique va réussir, il peut y avoir des aléas, mais vous ne pouvez pas douter du fait que je vais essayer de la mettre en œuvre. Ah, enfin, oui, il peut enfin, d'accord. Et puis vous ne pouvez pas douter qu'il faut quand même respecter les principes de la République. Enfin, je ne sais pas, ouais. Pour moi c'est transposable, mais c'est intuitif. Moi, je suis toujours dans la question de savoir s'il y a une différence entre le doute et l'incertitude. Donc, faisons le point sur ce qu'on vient de dire. Le doute, c'est plutôt légitime. Le doute, c'est scientifique, c'est cartésien, c'est même noble. Et il ne manque pas d'arrogance. Donc, il faut douter de soi-même, vous avez dit, très justement. Et l'incertitude, c'est plutôt arrogant, c'est détaché, c'est illégitime. Comment est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux idées? Est-ce qu'il y a, encore une fois, une actualité de l'incertitude qui s'oppose à l'éternité du doute dans le système scientifique occidental, cartésien, etc. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, j'ai l'impression qu'on vit quelque chose de différent que ce doute noble, scientifique, méthodologique, basé sur une saine conception de soi-même. Et cette incertitude qui est un peu, perverse ou un peu sortie de seconde. Je ne sais pas, c'est une question. En fait, je ne sais pas si ça répond à la question, mais spontanément, dans le monde complexe qui est le nôtre, moi, je suis plus inquiète d'avoir affaire à des gens pleins de certitudes qu'à des gens qui sont incertains et qui doutent. Donc, en fait, la notion de doute comme la notion d'incertitude, pour moi, sont nobles. Je ne fais pas de différence entre les deux. Et je trouve qu'il y a une espèce d'humilité à reconnaître qu'on ne sait pas, qu'on peut changer d'avis, etc. Et c'est plutôt le contraire qui crée de l'anxiété chez moi. Oui, c'est ça pour moi aussi. C'est vrai que c'est les deux facettes d'une même expérience. Et même linguistiquement, on l'entend bien, parce que l'incertitude, ça se formule négativement par rapport à un idéal qui serait d'être certain.
Alors que le doute, ça s'assume positivement comme étant finalement presque un choix libre, en fait, enfin un choix libre. En tout cas, d'assumer un état de son esprit, de son savoir. C'est réflexif, disons, le doute. Voilà. L'incertitude, ça peut être un état purement de fait, comme ça, passif. Et le doute, c'est réflexif, c'est-à-dire que c'est l'incertitude assumée et dont on peut sortir ou non, mais qu'on assume. On dit « je doute », on dit forcément... Bon, mais c'est les deux facettes d'une même expérience qui, en effet, est quand même n'est négative qu'en apparence, en fait. Si on dit il faut être certain pour être heureux, alors aucun homme ne peut jamais être heureux, sauf justement, enfin, c'est une condition, quoi, l'incertitude. Alors évidemment, les Grecs, les croyants pensent que au-dessus de nos certitudes et de nos incertitudes, il y a soit l'éternité d'un savoir absolu, soit la foi. Bon, c'est vrai que c'est un état difficile et que ça tient à quelque chose comme... là, il faudrait à un moment parler de la question de l'humain aujourd'hui, qui, moi, me paraît en fait assez centrale. C'est-à-dire, je pense qu'une des sources d'angoisse, on n'a pas... Mais je pense quand même que face à des ébranlements quand même de certitudes peut-être historiques, on avait remplacé, certains disent la providence par l'histoire, etc. Bon, tout ça étant ébranlé, c'est vrai que c'est pas si facile. Il y a une nouvelle figure de l'homme avec l'animal, la machine, l'internet, le climat, etc. Bon, qu'il y ait un retour de certitude transcendante, que l'incertitude devienne pénible. Voilà, la question aussi, en termes nietzschéens, si on veut, c'est quelle dose d'incertitude pouvons-nous supporter ? Nietzsche dit quelle dose de vérité pouvons-nous supporter ? Parce que pour lui, il est certain, par exemple, qu'il a sa philosophie, donc, mais pour lui, elle est difficile à supporter, sa philosophie. C'est vrai qu'elle est difficile à supporter parce que il dit Dieu est mort, etc. Mais quelle dose d'incertitude pouvons-nous supporter ? C'est une des vraies questions d'aujourd'hui. Et en fait, les humains en supportent pas mal, en fait. Il y a beaucoup d'humains quand même qui supportent pas mal d'incertitudes. Je trouve qu'on survit, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'incertitudes qu'il y a aussi beaucoup d'humains qui craquent. C'est pas si facile. Il y a une vraie épreuve psychique de l'incertitude. Et alors, dans ce cas, peut-on répondre à l'incertitude par de l'incertitude ? Et là, je pense, par exemple, donc au cas évoqué, Najat Vallaud-Belkacem, après les attentats de janvier 2015, et donc ces enseignants qui se sont retrouvés donc confrontés à un certain discours de leurs élèves, eux-mêmes ont dû faire face à leurs propres incertitudes en tant qu'êtres humains, mais devaient répondre avec leurs incertitudes intrinsèques à l'incertitude de leurs élèves. Donc voilà, est-ce qu'il est possible de répondre à l'incertitude par l'incertitude ? Est-ce que ça ne fait pas que faire monter les peurs et les craintes dans ce cadre-là ? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi un côté positif à répondre avec les quelques incertitudes que l'on peut avoir ? Moi, j'ai répondu. On peut douter sur le contenu, mais il faut être certain du cadre. On ne peut pas répondre à l'incertitude devant un attentat en disant tout s'est effondré, il n'y a plus rien. On peut douter, il faut douter, mais pas du cadre. C'est ça ma réponse. Oui, bien sûr. Si je transcris par rapport en effet à ce qui s'est passé à ce moment-là, il va de soi que c'était pas possible qu'un enseignant fasse rencontrer sa propre anxiété et celle des élèves, je sais pas moi, en admettant que des propos sur le 2 poids 2 mesures ou il l'avait bien cherché, parce qu'il y a quand même des propos parfois qui ont été tenus qui étaient abominables, à propos des dessinateurs de Charlie Hebdo, etc. Il pouvait les partager. Donc c'est vrai, c'est ça le cadre en fait. C'est, comme tu disais tout à l'heure à propos du politique qui dit il y a quand même la République, c'est le cadre, etc. Un enseignant confronté à ce genre de situation doit d'abord et avant tout quand même rappeler un cadre qui est que non, on ne peut pas dire à propos des dessinateurs de Charlie Hebdo qu'ils avaient cherché la mort dans un attentat terroriste, par exemple. Mais après, je me souviens des témoignages que j'ai eus à cette époque-là. Moi, j'ai quand même eu le sentiment que
les professeurs qui avaient le mieux réussi finalement à faire de ces séances de discussion avec leurs élèves, etc., des moments dont il ressortait quelque chose de constructif, étaient ceux qui n'avaient pas hésité aussi à être en empathie avec les élèves et à dire que même se mettaient à douter, enfin voilà, de la façon dont le monde tournait, etc., de la folie des hommes. Donc je pense que quand je sais pas si on peut appeler ça une incertitude, mais en tout cas une humanité, on va plutôt dire ça, quand l'humanité répond à l'incertitude, c'est toujours plus opérationnel, plus efficace que quand on semble simplement sortir des formules toutes faites. En fait, c'est un peu comme les politiques. Hein. C'est exactement comme les politiques. Moi, souvent, j'ai eu comme commentaire à l'époque où j'étais une actrice politique. Parfois, il pouvait m'arriver. En fait, j'étais parfois dans des situations très différentes. Il pouvait m'arriver d'être, notamment quand j'étais porte-parole du gouvernement, j'en conviens bien volontiers, dans une situation où je faisais mine d'être assurée sur absolument tout, etc., parce qu'il y a une part d'éléments de langage, parce que c'est comme ça fait partie de la fonction, etc. Et puis, il m'arrivait d'être dans des situations où je disais, je ne sais pas, etc. Et les commentaires que je recevais de la part des électeurs à ce moment-là étaient intéressants parce que, en fait, ils appréciaient aussi quand le politique dit je ne sais pas. Voilà. Donc je pense que l'incertitude affichée par les figures de l'autorité ou les figures légitimes n'est pas forcément angoissante pour les gens parce que parfois c'est aussi la marque qu'on les comprend, qu'on partage les mêmes incertitudes. Enfin voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Est-ce que j'ai tort de constater qu'on préfère les théories de complot, on préfère les revues dans TripAdvisor à la vérité, à la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de privilège à nos jours accordé à ces illusions, à ces mythes, à ces théories de complot? Est-ce que ce n'est pas indifférent? Je cherche toujours effectivement l'actualité de la chose. Je cherche à comprendre ce qui a provoqué cela. Est-ce qu'on aurait pu avoir cette discussion il y a 10 ans? Il me semble que non, mais j'ai du mal à vraiment mettre le doigt sur ce qui provoque cette situation de point de vue matériel ou spirituel ou dans l'évolution de l'homme. Mais je constate que effectivement l'illusion nous plaît beaucoup plus que la réalité, dans beaucoup des cas. Et les TripAdvisor, c'est beaucoup plus plaisant, comme vous disiez, que vraiment les experts. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Est-ce qu'on pourrait situer historiquement, matériellement, cette évolution? Bon, je pense à Jean Baudrillard, le sociologue, qui a souvent dit que on préfère les images par rapport à la réalité, la réalité vue par l'écran par rapport à la réalité vue en actualité. Donc, on va dans un stade de foot, on voit que les gens préfèrent regarder la télévision dans les couloirs que de regarder la piste, par exemple. Bon, ce genre de choses, je me demande si ce n'est pas symptôme de la technologie. Et là, j'en reviens à la technologie qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir. Moi, je suis persuadée, pour répondre à votre première réponse, que c'est beaucoup plus confortable de croire à des théories du complot que de se plonger dans la littérature scientifique qui donnera toujours l'impression d'avoir des réponses parcellaires parce que la littérature scientifique, par définition, c'est le rôle des chercheurs, analyse des phénomènes complexes et donc ne peut pas apporter comme ça... comme un package, une réponse globalisante, ce que les théories du complot apportent d'une certaine façon. On a une lecture globalisante de la société qui est facile à appréhender, qui donne du sens à nouveau, et c'est ce que les gens ont plus de mal à trouver aujourd'hui dans la littérature scientifique parce qu'elle est plus exigeante aussi, parce qu'il faudrait avoir autant lu que Frédéric pour être capable de vous parler de Descartes et de... Enfin voilà, le problème c'est que les gens ne le font plus, donc ne le font pas, donc il y a un confort et une facilité dans l'adhésion à des théories du complot, c'est sûr, c'est certain. Et puis après, le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que en fait, moi, je l'ai constaté avec les élèves, du coup, dans ces périodes post-attentat. Évidemment, j'ai été très,
Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées qui m'ont marqué profondément. Il faut pas rejeter tout de suite ces histoires de théorie du complot, etc., ou de conspirationnisme, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le rejeter en disant, mais enfin, c'est des ignares qui adhèrent à des trucs bêtes. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves qui finissent par adhérer à des théories complotistes parce qu'ils ont fait fonctionner leur esprit critique. Et en fait, moi, c'est ça la question que je voulais poser à Frédéric, c'est que justement, Descartes, etc., est-ce que finalement, le bout de la logique de Descartes et de je doute de tout et toutes les informations que je vois à la télévision, je me dis, en fait, on me présente peut-être ça comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on n'arrive pas forcément à une forme de complotisme? Et en tout cas, c'est ce que j'ai vu à l'œuvre chez les élèves. Donc, je vais vous raconter une anecdote qui est extrêmement intéressante. Un jour, je vais à Châteauroux, dans un lycée, parce que donc on était peu de temps après les attentats de Charlie, et il y avait eu un incident dans ce lycée entre deux bandes rivales, qui visiblement avaient abouti à une bagarre devant les grilles du lycée. Donc la première bande était pro-Charlie, la deuxième était anti-Charlie, etc., etc. Et donc c'était le truc qui faisait mal au cœur. Donc du coup, je décide de me déplacer là-bas et je vais discuter avec les élèves du conseil de vie lycéenne, donc des élèves plutôt éclairés, hein, donc une instance représentante, enfin voilà, des lycéens d'un bon niveau. Et je me souviens que dans la discussion avec eux, alors déjà dans la salle, en plus des élèves en question, il y avait un certain nombre de médias qui m'avaient suivi, caméras, journalistes et tout ça. Et dans la discussion avec ces élèves, à un moment donné, je dis, j'évoquais le fait que information, désinformation et tout ça conduit à ce qu'un certain nombre de jeunes n'y voient pas clair sur ce qui était en train de se passer. Et je leur dis, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre une soi-disant information qui vient des réseaux sociaux et puis une information qui vient d'un journal d'investigation, un vrai, avec une charte de déontologie, etc. Et à ce moment-là, je suis... donc évidemment, mon propos, c'est de leur dire, il faut se méfier de ce qui circule sur Internet et il faut davantage se fier à la presse écrite, par exemple. Et à ce moment-là, je suis interrompue par un des élèves qui me dit... mais madame, pardon, hein, mais je voudrais vous dire que, par exemple, si on prend l'incident qui vous a amené ici, la bagarre, donc soi-disant entre ces deux bandes, etc., etc., vous savez, il se trouve que j'étais spectateur de cet incident, j'étais là quand ça s'est passé. Vous savez que aucun des journaux, parce qu'il se trouve que ça avait fait la une de tous les journaux, du JT de TF1, France 2, etc., aucun des journaux qui ont raconté cet incident ne l'a raconté tel qu'il s'est produit. Je peux vous en parler, j'étais là. D'abord, aucun ne l'a raconté comme son voisin, ce qui est un premier sujet. Donc, on avait un récit différent d'un journal à l'autre. Et deuxièmement, aucun n'a raconté la vraie vérité. Donc, si vous voulez, moi, quand j'ai affaire à ce jeune homme, honnêtement, je peux pas lui jeter la pierre. Je me dis, il est malin, ce gamin. Il a assisté à l'événement, il a regardé, il a fait preuve d'esprit critique. Sauf que la conclusion à laquelle il arrive forcément, c'est pourquoi on nous raconte des conneries, quoi. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi on nous raconte pas la vérité? Donc c'est comme ça qu'on tombe dans le complotisme. Et juste pour finir cette histoire, je sais pas si elle illustre quelque chose pour vous ou pas, mais en tout cas, sur le moment, je me souviens m'être dit, ah oui, je me souviens quand le lycéen a fini de parler, je me suis tournée vers les médias qui étaient présents et je leur ai dit, écoutez, je crois que ce propos était davantage pour vous que pour moi. Et je me suis dit, demain matin, je veux absolument regarder la couverture média de ce déplacement et voir s'il est fait allusion à ce petit incident. Et il n'a été fait allusion à cet incident nulle part. Il n'y a pas eu un observateur pour comprendre qu'il se déroulait un truc important, là, au lieu de toujours jeter la pierre sur l'école, les professeurs, les machins, le ministère, la ministre. Non, il y a peut-être aussi un petit sujet de traitement de l'information par ceux qui sont en charge du traitement de l'information. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour ça que moi, je suis moins sévère ou immédiatement sévère ou critique à l'égard de ces phénomènes d'adhésion à des théories qui peuvent paraître simplistes. Oui, là on touche à des choses qui sont très au cœur de l'actualité précisément. Et le problème pour moi c'est le seuil, c'est-à-dire encore une fois, quand est-ce qu'on passe du doute et du soupçon même légitime au délire, en fait, pour être très clair.
ou à la théorie précisément. Et à la théorie, ça suppose quelque chose de systématique. Et ça suppose... Alors peut-être qu'il faut en effet préciser, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire, c'est quand on doute plus de quelque chose, mais systématiquement de quelqu'un, on lui prête une intention systématiquement mauvaise. Et surtout, on ne la prête qu'à une personne, par exemple. Donc on va dire, et justement, ça recoupe quelque chose qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire, je pense que dans les affaires humaines, il y a du doute légitime, du soupçon légitime même. Il y a des biais, et à la fois cognitifs et idéologiques. Et par exemple, il y a ce film merveilleux de Kurosawa qui s'appelle Rashomon. Vous savez que c'est la même aventure racontée par 7 témoins différents. C'est le même épisode de meurtre, d'assassinat dans la forêt. Et chaque témoin en a une version, mais le film, ce qu'il fait, c'est justement mettre les 7 versions. Bon, de même, je pense qu'un homme politique ou une femme politique, le matin, il lit tous les journaux. Parce que s'il veut, donc il a une méthode pour varier les biais, et jamais il arrivera à la vérité, mais il va avoir une méthode qui va dire, bon, ok, le Figaro, disons, et Libé, ils vont systématiquement avoir un biais, mais moi, je peux pas avoir un biais systématique, et d'abord, leur biais n'est pas forcément un délire. Alors, bon, quand est-ce que le biais devient un délire? Je pense que ça doit pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est vraiment très, très important. Mais une des manières il faut en effet assumer dans les affaires humaines le moment où il y a des biais inévitables, tenter de les corriger. C'est jamais possible entièrement. Mais on a tous un peu notre façon de faire, c'est-à-dire, dans les repas de famille, il y a le type qui lit tout le temps tel journal, qui lit tout le temps tel autre, on se dispute et personne n'a totalement raison, totalement tort. Mais s'il n'y a pas un socle commun de choses à peu près fiables, c'est vrai que là, on tombe dans la catastrophe et je retombe sur l'idée du cadre quand même, c'est-à-dire que entre ceux qui ont déliré sur l'événement, qui ont pas rapporté l'événement tel qu'il était, et ceux qui l'ont sciemment déformé pour dire c'est un complot de je sais pas qui, c'est pas pareil. Je veux dire, la question c'est quand est-ce qu'on passe au délire? Et c'est vrai que c'est une question très très importante. D'ailleurs, on dit tout le temps les fake news, mais les fake news, c'est un terme inventé par Trump pour désigner les médias qui sont à peu près les moins dans les fake news, en fait. Oui. Pas totalement indemnes. Je ne dis pas que dans le New York Times, par exemple, je dis tout le temps la vérité. Moi, je ne vais pas faire confiance au New York Times parce que c'est le New York Times. Mais en fait, on a l'impression que, justement, en fait, cette histoire des fake news, par une sorte d'intuition politique diabolique, en quelque sorte, il a pointé vraiment il a généralisé un doute que les biais sont devenus un système, et le système, d'ailleurs, le mot système, moi je pense, c'est toujours un signe de délire, quand on dit c'est le système, quand on doute plus de tel ou tel, et qu'on peut pas prouver qu'il s'est trompé, mais qu'on dit, de toute façon, on nous ment, le système nous ment, les élites, mais nommez-moi l'élite qui ment, s'il y en a une qui ment, punissons-la. Et ce qui est différent là, depuis toujours, les hommes, les femmes politiques ont critiqué les journaux, les histoires qui sont racontées sur eux qu'ils n'aiment pas. Mais les différences avec Trump, c'est que ça colle, ça marche. On devient de plus en plus convaincu que ça existe. C'est devenu un concept. Non mais ça rejoint ta question. Fort. Pourquoi est-ce que les gens aiment ça? Et ça, je pense qu'ils aiment ça parce qu'on oublie trop souvent qu'en fait, c'est vraiment une question qui relève pas seulement de la vérité. Là, on se trompe. Je pense que ça relève des relations humaines. Ça relève de la guerre, en fait. Et ça relève de l'idée, en fait, on ne vous pointe pas des dangers, mais des ennemis. On bascule. Et là, franchement, on touche à du politique. Et c'est vraiment, là, on touche à des passions très, très profondes, de désigner des ennemis. Bon. Et je pense que les gens qui sont dans les fake news sont en fait assez malheureux, assez angoissés. J'espère qu'ils dorment mal. Mais je pense que les gens inquiets dorment mal aussi, mais ils peuvent être très contents de temps en temps. Alors que les gens totalement dans la paranoïa sont quand même tout le temps malheureux. Et d'ailleurs, moi j'ai une hypothèse que un des critères qui marque la limite entre la critique légitime et le délire, c'est que les esprits critiques rationnels, légitimes, ne sont pas tout le temps critiques. Et sont parfois heureux. Ils peuvent dire de certains trucs que c'est bien. Le type qui peut jamais dire d'un truc que c'est bien, il a tort. Il y a des choses bien. Donc en fait, voilà, l'esprit critique réel, il critique aussi la critique et de temps en temps, il approuve. Le type qui tout le temps nie, bon, peut-être que l'esprit toujours nie, c'est ce que dit Goethe, mais en même temps, non, parfois, on est content.
Voilà, je suis content, par exemple. Mais ce passage, Frédéric, ce passage... Pas vous, mais de temps en temps, ici ou à un autre moment. C'est vachement, c'est tout à fait fondamental. Hein. Le critère du délire, c'est délirant d'être tout le temps heureux, c'est délirant d'être tout le temps méchant. Qu'est-ce qu'on sait? Mais ce passage au délire, est-ce que c'est relié au phénomène de la perte du contenu, de la perte de l'importance du contenu? C'est-à-dire quand le contenu ne compte plus, est-ce que c'est le passage au délire? Alors, clairement, oui. C'est un des signes. Il y en a d'autres, hein, le malheur, le malheur délirant, enfin, l'incapacité à être heureux. On peut ne plus être heureux pour des raisons parce qu'on est détruit, traumatisé, je sais pas quoi, mais quand on est malheureux tout le temps, parce qu'on pense que tout le temps, il y a quelqu'un qui veut nous tuer ou nous détruire, dans une société où c'est objectivement faux, parce que ça peut arriver à certaines personnes d'être persécutées malgré tout, mais quand on est dans ce type de malheur-là, c'est un des critères quand même. Pardon. Alors, nous sommes filmés sur Lyon. On va laisser effectivement un temps de parole à la fin. Peut-être si tu as encore une question à poser, ou sinon je vais passer... J'imagine que vous avez une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis... Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, je suis doctorant en épistémologie à l'Institut Jean Nico, attaché à l'ENS et à l'EHESS. Bon, j'ai eu le plaisir de suivre les cours de Frédéric Worms en philosophie. Alors, j'ai une question de clarification qui est posée un peu à tout le monde, hein, concernant la question de l'incertitude. Ce que c'est que l'incertitude? Est-ce que c'est un état psychologique, qui est de l'ordre plutôt quelque chose de plus subjectif et donc parfois même émotionnel, de l'ordre de la perception, comme semble le souligner Najat Vallaud-Belkacem, ou alors un état plutôt objectif, c'est-à-dire qui résulte d'un manque d'information, voire un état ontologique, c'est-à-dire un incertain qui existe, comme on peut en trouver en physique par exemple, avec les inégalités d'Heisenberg. Alors ça, c'est la première chose. De quoi on parle exactement quand on parle de certitude? Est-ce que c'est plutôt un état psychologique ou un état objectif? La deuxième remarque que je voudrais poser, ça concerne la notion, le point qui a été soulevé tout à l'heure par Najat Vallaud-Belkacem, concernant l'autorité. Alors, est-ce qu'on peut facilement opposer l'autorité d'un expert avec ceux des individus? Alors, les cas que vous avez soulevés, c'est celui de TripAdvisor. Dans ce cas-là, il me semble que l'opposition n'est pas entre un expert et un individu, mais un expert et une pluralité d'individus. Donc, dans ce cas-là, la préférence pour l'un ou pour l'autre n'est pas aussi évidente. Il y a des procédures d'agrégation qui font que l'état épistémique d'une pluralité peut être supérieur à celui d'un individu particulier. Troisième chose, ça concerne ce qu'a dit Frédéric Worms, c'était concernant le cadre. Pourquoi le cadre serait-il certain? Quelle légitimité aurait le cadre? Pourquoi le cadre serait à l'abri de l'incertitude? Qu'est-ce qui fonde cette légitimité-là? Et la dernière question, ou dernière remarque, qui peut être une esquisse à la réponse et qui porte aussi sur le lien avec l'éducation, parce qu'il y a éducation et incertitude. Concernant l'éducation, est-ce qu'une solution n'est pas précisément d'informer les gens sur ces procédures de formation de croyances justifiées, parce qu'ils ignorent en fait qu'il y a un processus derrière et qui s'avère être plus efficace que d'aller choisir au hasard, que ce soit dans le cadre scientifique ou dans un autre cadre, que ce soit dans le cadre de l'enseignement ou dans un autre cadre, ou de manière générale, les procédures de légitimité. Est-ce qu'une solution n'est pas d'informer sur la validité de ces procédures pour que les gens prennent conscience qu'au fond, ce n'est pas simplement le médecin qui parle en tant qu'individu, c'est qu'il y a derrière, il y a eu tout un certain nombre de procédures qui permettent de sélectionner les bonnes croyances des mauvaises croyances. Voilà, merci. Je vais commencer par la dernière question, parce que en fait, vous êtes plus savant que moi, donc vous avez dit en des termes plus choisis ce que j'essayais de dire tout à l'heure dans mon introduction. En fait, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. Quand je disais qu'il faut désormais, soit en cours de philosophie, soit en cours d'enseignement moral et civique, le cadre est à trouver, mais trouver le moyen, en effet, d'informer les élèves. Après, on pourra parler des adultes, mais déjà les élèves
sur, au fond, ce que vous avez appelé le processus de formation des croyances non justifiées. C'est ce que je disais à propos des biais cognitifs, etc. C'est-à-dire, en gros, apprendre à se méfier d'un certain nombre de biais, les lister. Il y en a, hein, aujourd'hui, la science les a listés, même si d'une littérature à une autre, on en a soit 15, soit 50. Ça commence à faire beaucoup. Mais enfin, en tout cas, déjà, c'est intéressant. Honnêtement, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça pousse à s'interroger sur soi-même, sur ses réflexes, ses conditionnements, etc. Ses préjugés, ses stéréotypes. Vous voyez, toute question qu'on pose beaucoup, par exemple, sur les questions de gender equality. De plus en plus, vous avez des formations dans lesquelles, y compris dans l'enseignement supérieur, on vous apprend à vous méfier de tel ou tel stéréotype, etc., qui conduisent à une inégalité entre les sexes. Il faudrait qu'on ait le même type de formation de l'esprit à ne pas se faire avoir par ces raccourcis et ces biais. Mais vous avez ajouté néanmoins un point à mon propos que je note, qui est que il s'agirait aussi, au-delà d'informer donc les élèves en question sur les biais qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes, il s'agirait aussi d'expliciter en quoi la figure de l'autorité a une légitimité. Enfin, je veux dire concrètement, en quoi un médecin est quand même le mieux placé parce qu'il y a un protocole, parce qu'il y a une méthodologie, en quoi est-ce que la presse écrite, j'ose plus le dire, mais a une autorité, une légitimité pour vous informer parce qu'il y a une charte de déontologie, etc., etc. Donc c'est vrai que ça complète mon propos de tout à l'heure et je trouve ça intéressant. Et puis je prends aussi le deuxième point que vous avez évoqué, à savoir que mon exemple de TripAdvisor, en effet, c'était pas un individu contre un expert. Néanmoins, je pense que le diagnostic demeure. Je pense que le diagnostic demeure parce que si vous faites l'expérience vous-même là ce soir, vous rentrez et vous cherchez, je sais pas moi, vous voulez aller passer un week-end en Italie, vous cherchez un hôtel et vous n'êtes pas sûr de votre choix. En tout cas, si j'en crois mon expérience personnelle, c'est pas tant la quantité des avis qui vont avoir été écrits en positif ou en négatif que le repérage d'un avis qui aura été particulièrement bien écrit, mais venant de quelqu'un qui y a passé juste un week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, malgré tout, il me semble que c'est pas la multiplicité. Ouais, c'est pas la multiplicité. Ça reste quand même une personne à qui on va choisir de faire confiance parce que à la fois c'est un internaute comme un autre, mais qu'en même temps il en parle particulièrement bien. Donc je suis pas sûre que la question de la multiplicité finalement compte tant que ça. Les modalités d'agrégation, parce que si on ne sait pas la manière dont on agrège. Ouais. Frédéric Vance, peut-être. Juste un mot sur le cadre. D'abord, sur tous les types d'incertitudes que vous avez listés au début, je pense que tout ça compte, hein, tout en fait partie. Sur le cadre, c'est là qu'il faut quand même dire un mot de la démocratie. Je pense qu'en démocratie, les cadres, ils ne sont jamais seulement fondés objectivement, mais ils supposent un accord sur le cadre entre ceux qui vont être concernés. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est évidemment les lois, mais je dirais même l'arbitre au football, quoi. Si vous n'êtes pas forcé de jouer au football dans un club avec la fédération, avec un arbitre, etc. Enfin, si vous le faites, vous l'avez accepté. Et après, si l'arbitre siffle, il siffle. Alors, on peut contester l'arbitre, néanmoins, il y a des procédures pour contester l'arbitre, etc. Il y a des arbitres, etc. L'autre jour, j'étais dans une discussion et il y avait une philosophe qui a défini ce que c'est qu'une institution, d'une manière très très intéressante. Une institution, c'est une machine à produire de l'arbitrage. Et je trouve que c'est très très intéressant comme définition, justement, parce que justement, en contexte d'incertitude, la question de l'arbitre est très 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 importante, qui va trancher in fine, quoi. Je dirais dans une discussion purement scientifique, l'arbitre in fine, c'est qui? C'est la communauté scientifique. Quand il y a incertitude, quand on est dans l'acquis, c'est pas pareil. Quand un professeur enseigne les bases de l'arithmétique, il n'y a plus besoin d'arbitre, ça a été arbitré. Que 2 et 2 font 4. Et on ne revient pas sur certaines choses acquises tout le temps, parce que sinon il faut prouver dire que 2 et 2 fassent 5, justement. Alors, bref. Mais donc la vraie question, c'est qu'en effet, la légitimité des cadres en démocratie passe par l'accord des personnes concernées.
et la constitution d'une règle commune et d'un cadre. Donc c'est vrai que ça c'est très très important. C'est vrai que c'est pas le fait qu'il y ait un cadre en soi. Si c'est un cadre qui m'est imposé tyranniquement, je peux le contester, heureusement. Il ne suffit pas qu'il y ait un cadre, il faut qu'il soit effectivement la question de sa légitimité est très importante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir ou poser une question ? Très bien. Si ? Ah, pardon. Au bord du cadre. Je vous avais pas vu. Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette leçon inaugurale du séminaire géopolitique de l'incertitude. Je voudrais rapidement revenir sur le point que Madame Vallaud-Belkacem avait soulevé au tout début du colloque en désignant un peu les croyances populaires, enfin, voilà, ces idées reçues, par exemple sur les vaccins, et qui finalement créent une sorte de dissonance entre l'avis de l'expert, donc l'avis de la recherche, des productions scientifiques, et le discours de Madame Tout-le-Monde, qui a un avis sur tout et n'importe quoi, et qui n'arrive pas très à justifier. Et en fait, moi je voulais vous poser, ma question était la suivante. Comment vous, en tant que, de votre expérience dans le pouvoir public, dans la prise de décision, comment le décideur se positionne vis-à-vis justement de ces faits qui ont été avérés, donc dont on connaît, nous, la vérité, par exemple sur le fait des vaccins qui évidemment ne causent pas l'autisme, mais qui pourtant ont une très mauvaise image au sein de la société. Donc, quelle est la balance que vous faites entre, en certains sens, aller à l'encontre d'une forme d'électorat, de répondre à certaines demandes de l'électorat, et puis finalement vous savoir qu'au fond, on fait plutôt confiance à la science et aux avis des experts. Et peut-être que on pourrait lier ça à plus d'exemples pratiques, tels que par exemple l'interdiction des pesticides, du glyphosate, dont on connaît très bien par des recherches scientifiques les effets nocifs, mais qui finalement n'aboutissent pas à une décision unanime de la sphère politique. Donc voilà, ma question était, en tant que décideur, en tant que pouvoir public, comment se positionner face à cette incertitude de l'électorat, de la population. Merci beaucoup. Moi, je trouve que votre question est vraiment très intéressante et absolument essentielle. Honnêtement, c'est la question que doit se poser le politique aujourd'hui, en fait, c'est celle-là, parce que du coup, en plus, moi, je suis pardonnez-moi de m'exprimer en plus avec ces casquettes un peu particulières, mais on peut pas occulter le fait que j'appartiens à une formation politique qui, comment dire, est dans un état difficile. Qui s'interroge beaucoup sur sa capacité à être entendu à nouveau, à être audible, etc. Et donc, du coup, toutes ces questions, évidemment, je les remue beaucoup intérieurement. Et par ailleurs, j'ai eu cette expérience d'exercice des responsabilités du pouvoir pendant 5 ans, qui déjà me permet de répondre à votre première question. Comment est-ce que le gouvernant gère la question des misperception, je sais pas j'arrive pas à trouver le bon terme en français parce que c'est pas erreur de perception, c'est écart de perception, on va dire. Des biais, ouais. Comment est-ce que le gouvernant gère cette question des biais et des croyances populaires, on va dire, sur les sujets? En fait, c'est un sujet de tous les jours. C'est-à-dire que le nombre de fois, moi, où j'ai entendu sur des questions sur lesquelles, par exemple, il aurait été légitime de prendre telle ou telle réforme, telle ou telle décision politique, quelqu'un qui va vous dire, parmi les conseillers, etc., qui va vous dire, oui, mais franchement, c'est pas audible pour la population.
parce que la population est convaincue que, en fait, le problème n'est pas celui-là, mais celui-là. Je sais pas, par exemple, en matière éducative, je veux dire, les gens sont persuadés que le niveau n'a de cesse de baisser. Bah, en fait, c'est pas vrai. Donc, du coup, comme ils sont persuadés que le niveau scolaire, que l'exigence scolaire n'a de cesse de baisser, ben, finalement, ils n'entendront jamais un quelconque discours politique ou une quelconque réforme qui leur dira le contraire. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui, de façon objective, paraissent inaudibles. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le politique doit faire avec et donc renoncer à un certain nombre de réformes sur un certain nombre de sujets? C'est sans doute ce qu'il y a de plus confortable pour être réélu. Ou est-ce qu'il doit, d'une certaine façon, violenter les croyances populaires, ce qui nous arrive parfois de faire à nos dépens, puisque après, évidemment, ça se passe mal. Donc, et cette question-là, je pense qu'elle se pose à beaucoup de formations politiques, avec, je sais pas, c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne avec une partie de la gauche qui finit par tenir un discours anti-migrant parce qu'elle a le sentiment que c'est la seule chose que l'opinion publique est capable d'entendre. C'est comme ça qu'on arrive à ça. Donc en fait, c'est une question majeure. Et ce que je peux vous dire maintenant, c'est pas forcément une réponse, mais l'état de ma réflexion sur ces sujets aujourd'hui, que je fais l'expérience justement d'être passée dans le privé. C'est intéressant parce que sur cette question des biais cognitifs que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, ça se pose sur les sujets d'intérêt général, public, etc., dont on parle depuis tout à l'heure. Ça se pose aussi en matière de consommation de produits au quotidien, hein, d'accord ? Et ce que je constate, c'est que finalement, l'entreprise privée, d'une certaine façon, et tout ce qui l'accompagne en termes de communication, de marketing, etc., est plus avancé que les pouvoirs publics dans la réflexion sur comment est-ce qu'on contre les biais cognitifs. Et notamment sur la question de, écoutez, les gens ont des biais cognitifs, on va pas les leur enlever. En revanche, on peut peut-être utiliser un biais cognitif A pour neutraliser un biais cognitif B. C'est ce que je vois de plus en plus et que j'arrive à comprendre de plus en plus avec des trucs alors qui vont paraître complètement anecdotiques mais qui du coup peuvent amener à un vrai changement de comportement des gens. Par exemple, dans les entreprises, les salariés, quand ils devaient imprimer un document, généralement, comme eux ça leur coûtait rien du tout, ils imprimaient en couleur plutôt qu'en noir et blanc. D'accord ? Et la décision qui va être prise pour contrer ce comportement-là, ça va être de cocher systématiquement dans le formulaire au moment où vous lancez votre impression en noir et blanc, et de compter sur un biais chez les gens qui est celui de la paresse, qui va les conduire à ne pas décocher, blablabla, pour obtenir un comportement plus vertueux en termes d'impression en noir et blanc plutôt qu'en couleur. C'est un exemple, je ne sais pas s'il est parlant, j'espère qu'il l'est, mais je constate que ce type de travail sur les comportements et sur la façon dont on les influence en utilisant les biais plutôt que de se contenter de les déplorer, en fait, est plus présent dans le secteur privé qu'il ne l'est dans le secteur public. Et je pense que ça devrait quand même alimenter la réflexion des pouvoirs publics. Et du coup, des formations politiques, évidemment, aussi, lorsqu'elles préparent leur projet de société et qu'elles tentent d'en convaincre les gens. Une remarque très très rapide sur ce que vous venez de dire. Les pouvoirs publics sont en retard en France. Là, ce que vous avez cité, c'est typiquement du nudge. Le nudge, donc vous avez cité Kahneman tout à l'heure, en fait, il y a eu un autre prix Nobel dans ce domaine, c'est à l'heure, l'année dernière, donc a introduit avec Sunstein l'idée de nudge, et justement qui est en gros, au lieu de rectifier les croyances, on agit sur les comportements via des incitations, mais non pas des incitations rationnelles, mais ce genre d'incitations. Et c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, par exemple, c'est beaucoup plus utilisé. Voilà. Oui, dans les pays anglo-saxons. Et l'un des exemples qu'ils donnaient, justement, pour le succès dans leur livre, ils disaient des gouvernements aussi différents que Cameron en Grande-Bretagne et que Obama aux États-Unis ont mis en place des politiques au plus haut niveau. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être conclure. Loin de moi de faire le point de tout cet échange très très riche, dont je suis vraiment très très reconnaissant. J'étais vraiment j'avais
bien apprécié ce concept de cadre qui m'est nouveau. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Là-dessus, j'étais aussi reconnaissant pour cette idée de crise de légitimité, le sens de la vie que vous avez vu, Madame, dans cette situation d'incertitude, et peut-être les stratégies qu'on a évoquées, accepter le doute, vous avez dit, se baser sur la fiabilité des cadres. Il y a certaines stratégies face à l'incertitude, mais aussi tout un tas de questions à poser encore. Donc je vous dis merci beaucoup, vraiment mille fois d'être venu, d'être avec nous ce soir, et je vous souhaite bon retour. Merci beaucoup. Je vous invite peut-être à remercier.